Bonjour à tous et merci d'écouter ce nouveau PIFcast, le podcast du Paris International Fantastic Film Festival, dans lequel, un mercredi sur deux, nous vous parlons de cinéma de genre. Pour l'animer autour de moi, Cyril. Salut Véro. Xavier. Bonjour. Talal. On me pique pas mon salut Véro, c'est mon salut Véro. Et Laurent. Salut Véro. Hello Véronique. Faites chier, il y a que moi qui l'appelle Véro. C'est vrai, le salut salut Véro, Véro. c'est Talal. Depuis qu'elle est star, je Devine, veux sa notoriété sur moi, je veux en profiter un peu, donc je lui vole ça. Aujourd'hui, nous enregistrons le 50e PIFcast, donc nous avons décidé de faire une émission un peu spéciale dans laquelle nous vous donnons la parole, vous qui nous écoutez et vous qui êtes des fidèles du festival. Alors on s'est baladé pendant la 8e édition du festival aux alentours du Max Linder et dans le hall. Pas moi. Et pour non pas toi, t'étais très occupé, Talal, on en reparlera. Et pour commencer, pour ceux qui n'ont pas pu venir cette année, on a demandé aux gens qui étaient là de nous dire ce que c'est pour eux le PIF. Alors, juste une petite question. Pour la 50e, on va moins parler que d'habitude. En gros, on va Ouais. rien branler. C'est cool. Moi j'ai une question, Ça, c'est- qui je trouve a ça fait un bon tous les- concept. qui a fait les 50 épisodes? Moi j'en ai fait 50, Moi non. pas toi Véronique, Xavier. Moi j'ai fait Et 50. toi Laurent non. Ouais, moi je les ai Non, fait j'ai aussi. dû en faire une quarantaine, moi. Non, il a pas fait les 50. Il y en a juste deux que t'as pas fait je crois, Laurent. Ou un Deux seul. Que deux, ouais, deux, trois. Ouais. Donc avec Véro et moi, et non, avec Xavier et moi qui ont fait les 50. Ouais. C'est ça. Vas-y, Ouais. on fait un claque. Survivor. Mais j'ai fait les 50. Ouais, on écoute. On écoute. Voilà. On peut écouter les gens là ou on Elle s'auto-combat est dessus? dégoûtée, elle est Ok, dégoûtée ok. parce qu'elle sait qu'elle a pas fait les 50. Foiré, mon lancement. C'est le cas que t'as loupé, t'as loupé toi, sur le Larry Cohen, je crois. Ouais. Moi j'ai fait mon super Ne jeu de mots l'écoutez sur pas, il le est pas bien, haricot du coup. et un N avec un haricot, ça faisait Larry Cohen. Ouais. Donc on leur, dit super que drôle. on leur dit que c'est ta dernière du coup ou... Ah oui, Allez, vous faire on lance un casting pour remplacer On va Véronique. couper ça. On attend Pauline. Jamais. Allez, Moi j'étais contre. écoutez. Alors l'ambiance, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup de la manière dont ça se présente. C'est-à-dire un peu même pardon, l'écran d'affichage avec les questions en attendant dans la salle, les tweets, tout ça. J'aime beaucoup l'esprit. Même la publicité qui est faite autour sur les réseaux sociaux, tout ça, j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé la bande-annonce d'ailleurs en plus du PIF de cette année. Donc ça donne beaucoup envie. Et puis le Max Linder, je pense que c'est la meilleure salle pour pouvoir projeter les films en règle générale. Donc, Et puis plus que des séances, c'est surtout une ambiance générale avec un public qui est généreux, qu'on sent heureux d'être là. Il y a vraiment une extrêmement bonne ambiance. C'est pas forcément le cas dans tous les festivals. Et ouais, c'est plutôt un souvenir général que j'ai du PIF. C'est pour ça qu'on revient tous les ans. Sur le festival, à part que c'est sans doute le festival le plus sympa que je connaisse sur la place de Paris, parce que déjà c'est le public qui choisit, que c'est bon enfant, il y a vraiment une ambiance très particulière qui n'appartient qu'au PIF, que moi je trouve vraiment très très sympa. Ça fait 8 ans que je viens. J'ai vu quand même quelques centaines de films ici en fait. Et ce qui est bien, c'est vraiment la super ambiance. Les gens sont hyper respectueux, ils sont très très sympathiques. On parle d'une année sur l'autre, on se retrouve. Il n'y a pas d'agressivité. C'est pas le public, je vais dire, de Gérard Armé où des fois on se demande si les gens viennent voir les films ou pourquoi ils sont là. Ici, c'est vraiment des amateurs et des amateurs éclairés parce que avec les références que certains sortent, c'est assez hallucinant. Et c'est un endroit hyper convivial. Les volontaires sont absolument adorables. L'organisation est nickel. C'est comme chez soi en fait. On vient au cinéma en famille, on retrouve les amis, on s'amuse et en plus on se fait plaisir parce que la programmation est toujours super. Elle sait nous surprendre. Elle est intelligente, elle est parfois osée et même si on n'aime pas, de toute façon, on prend plaisir d'être là. Je trouve aussi que les séances au PIF, il y a des séances, on ressort des séances et on sait qu'on a vécu un moment de cinéma, comme effectivement Les Dieux du ciel. Voilà, moi je suis ressorti de la séance un petit peu euphorique, en sachant que j'avais vu quelque chose qui sortait de l'ordinaire, une vraie proposition de cinéma, quelque chose de très... Voilà, on sait qu'on a assisté à quelque chose et c'est vraiment le genre de réaction que j'ai de moins en moins dans les salles de cinéma, on va dire un peu plus commerciales, voilà. Parce qu'ici déjà il y a un public qui est un petit peu acquis à la cause, donc il y a une ferveur un petit peu plus globale dans la salle. Et clairement, moi je fréquente les festivals pour ça justement, pas forcément pour l'entre-soi, mais pour savoir que voilà, la manière dont je vais percevoir le film va forcément être influencée par l'écran, mais la salle vit aussi ce qu'il y a sur l'écran. Et il n'y a pas de meilleur endroit que les festivals, et notamment le PIF pour ça. En fait, ce que j'aime bien au PIF, c'est pas savoir de quoi parlent les films.
arriver et découvrir. Des fois, t'es pas forcément émerveillé, mais des fois tu te prends des claques parce que tu prends le truc complètement dans la figure, quoi. Parce que vous avez de la chance, enfin on a de la chance dans le cinéma fantastique, c'est qu'il y a vraiment une communauté chaleureuse, quoi. Et donc ça se ressent dans le festival, il y a de la sympathie. C'est clairement ce genre de cinéma que je consomme régulièrement, donc je viens vraiment ici les yeux fermés en sachant que je vais faire des très belles découvertes. Et comme on discutait justement là il y a quelques secondes, ça permet aussi j'ai l'impression que c'est un peu d'une pierre plusieurs coups. J'ai pas forcément la possibilité de me déplacer dans les autres festivals de films fantastiques. Et je sais que je trouve que le PIF, c'est souvent un best-of de ce qui se fait de mieux dans les autres festivals. Il y a au niveau de la prog, un élagage de ce qui est moyen plus, on va dire. Donc on tombe vraiment sur les pépites. Et vraiment, ouais, c'est quelque chose de super. Ouais. J'ai trouvé qu'en fait, à son arrivée au Linder, le PIF a vraiment su trouver son identité. En fait, ça doit faire 2-3 ans maintenant. Voilà, je crois que le PIF a réussi à trouver son vrai créneau. Je pense qu'il n'y a jamais eu vraiment une volonté de faire perdurer ce qui avait été le Festival du Rex à l'époque. Mais je crois que là, depuis 2-3 ans, on tient quelque chose vraiment qui se construit vraiment dans la passion, voilà, dans l'échange. Moi, c'est ce qui, je crois, aujourd'hui existe davantage, peut-être parce qu'on est dans une salle où voilà, il n'y a qu'une salle. Il n'y a pas le public qui va aussi, à l'époque c'est dans les multiplex au Gaumont, au Grand Rex. Donc on a une salle dédiée pour le public du festival. Il y a vraiment cette idée de construire quelque chose tous ensemble. Et c'est quelque chose, pour moi ça a été ça en fait, l'arrivée au Linder en fait. Ce rapport humain que seul l'art peut montrer, là aussi c'est ce qu'on ne peut pas voir dans une salle mainstream où au final le cinéma est industriel. Ici le cinéma est humain et c'est quelque chose qui mérite d'être montré. Là aussi, moi je fais la différence. En 2016, j'étais au Festival de Cannes et j'ai fait mon premier PIF là et j'ai vu la différence entre un festival calibré, industriel, où les gens en fait, viennent acheter leurs récompenses, et un festival où c'est l'humain qui prime. Et ça, c'est une chance qu'on a. Et effectivement, c'est scandaleux que la mairie de Paris ou la région ne s'investisse pas plus là-dedans et fasse le choix du portefeuille plutôt que le choix de l'art. Et ça, c'est une faute. Ouais, message pour Cyril et Fausto. Vous vouliez qu'on vous dise l'autre jour qu'on vous aime. Ah oui, on vous aime. C'est super ce que vous faites. Continuez comme ça. Et même chose pour toute l'équipe et tous les bénévoles. Longue vie au PIF. Bon, Cyril, ça fait plaisir d'entendre tout ça, non ? Bah du coup, oui, comme je suis enfin, Xavier était là au tout début du festival aussi, mais on va dire que je suis avec Xavier, les deux plus anciens de ce festival. Véronique est là depuis la première édition, mais on racontera après comment Véronique a intégré le festival. Pas obligé. Très vite. Mais non, c'est marrant parce que c'est la première fois, je crois, depuis 8 ans, parce qu'on n'a jamais fait de sondage, on n'a jamais demandé quoi que ce soit à personne depuis qu'on fait le festival. C'est bien d'avoir un retour. Alors, apparemment, vous n'avez pas fait de triste, c'est vraiment que des retours positifs. Ouais. Après, j'imagine pas quelqu'un vous prendre le micro et vous dire ah putain, vous non, des connards et tout. Non, vraiment, il n'y a personne qui a fait un retour négatif. Mais c'est important de le dire parce qu'on pourrait penser qu'on a gardé que les bons moments et exprès comme. Mais après, je pense que les gens sont bien polis, ils vont pas non plus. Bon. C'est moi qui les ai interrogés, ils étaient très polis. Donc c'est curieux parce qu'effectivement, quand on a, alors faut juste faire un tout petit laïus sur comment en fait aujourd'hui il y a un festival et pourquoi du coup derrière il y a un PIFcast. Moi-même étant, là-bas j'étais lyonnais, j'organisais un festival à Lyon qui s'appelle Hallucination Collective, j'en parle souvent d'ailleurs ici, et j'ai déménagé sur Paris en fait. Je suis arrivé à Paris et je connaissais bien Fausto, je connaissais depuis des années sur des forums de Cinoche, et un jour en venant amener à Mad Movies les catalogues de l'édition lyonnaise du festival, je croise Gérard Cohen que je ne connaissais pas, qui est le directeur de publication de Mad Movies, le grand Manitou. Et il fait, vous faites un festival, c'est intéressant, on a toujours voulu en faire un. Et puis il me dit ça, et moi je le connaissais pas, et je pensais qu'en fait il me faisait du pied pour me dire ah, ça serait bien que vous nous aidiez à organiser un festival, ce qui apparemment, quand je l'ai parlé avec lui plus tard, n'était pas du tout le cas, il n'avait pas cette idée-là en tête. Mais donc bon, c'est né sur un malentendu, c'est sur ça. Un malentendu. Et donc je dis ça, et puis je t'attrape dans ma tête, je me dis tiens, c'est vrai que moi je fais le festival à Lyon en avril, je fais rien entre les deux, maintenant je suis à Paris, et j'en parle à Fausto qui est super intéressé, on en parle à Gérard qui est super intéressé, et en juin 2011, on décide de lancer ça, et en novembre 2011 a lieu la première édition du festival. Et entre les deux, du coup, tout a été très vite. On a dû recruter, donc c'est principalement des amis qui sont venus rejoindre l'équipe. Xavier était un ami, je suis désolé Xavier, je vais t'appeler comme ça. Non mais en plus, le truc qui était marrant, c'est qu'à la base, on avait été voir Guitar Wolf en concert, je crois.
Et en fait, toi, tu sortais de Mad Movies et tu me disais, ouais, tiens, on va préparer un festival pour dans, je sais plus, 2 ou 3 mois, quoi. Ouais. Et j'ai commencé à me foutre de ta gueule en disant, mais Oui, où est-ce que tu vas trouver des tarés qui vont te suivre? Bon, voilà, j'aurais mieux fait de me taire. Sachant que la plupart de l'équipe, c'était comme ça que je les ai montés, c'était des amis, mais après, quand on a recruté on appelle ça des bénévoles, c'est con parce qu'en fait, on est tous bénévoles, mais quand on a recruté des gens pour nous aider sur le festival, par exemple, Véronique, elle avait répondu à une annonce sur Mad Movies. Véronique, la première année, elle a fait des micro-trottoirs avec Anthony. Avec Anthony. Retour aux sources, quoi. Qui est dans l'équipe vidéo. C'est Et vrai. oui, c'est vrai que c'est retour aux sources finalement. Et puis du coup, quand on voit que les gens sont compétents, bon, c'était pas le cas de Véronique, mais je rigole. Et du coup, on leur propose l'année suivante de faire autre chose mieux, quoi. Donc Véronique était à l'époque hyper douée, hein. Elle est toujours, mais en web design, donc elle a fait le site web du festival, mais très vite, elle a fait d'autres choses. Maintenant, c'est elle qui gère toute la communication du festival, mais voilà, ça a commencé comme ça. Et voilà, donc c'est cool d'entendre des retours, sachant que qu'en fait on n'en a jamais. En fait, les gens nous disent, ils viennent nous voir, ils sont contents, mais formalisé comme ça dans le cadre d'une interview, c'est intéressant. Et de ce que je retiens de ce qui a été dit, les gens parlent beaucoup de l'ambiance. On en a parlé un petit peu en off avec Laurent juste avant là. C'est vrai que c'est un truc que tu ne peux pas créer. C'est moi j'ai déjà vu des gens essayer de créer des ambiances avec des vidéos qui sont censées te galvaniser et tout, mais c'est fake et ça marche pas en fait. On vit le même truc avec la nuit d'Anarland dont on avait déjà parlé ici. C'est que si tu crées quelque chose, ça ne marche jamais en fait. C'est comme les nanars qui sont volontaires par exemple, ça ne marche jamais. Il faut que ça vienne naturellement, ça ne viendra pas. Ouais. On peut créer les conditions réunies, c'est-à-dire que si on est vraiment austère, avec Fausto, si on présentait les choses de façon austère, on était vraiment des gueules d'enterrement et qu'on mettait rien de un peu drôle, on va dire, je peux comprendre que les gens du coup se disent bon, ça a l'air, on va pas les gêner, machin et tout. On met les conditions pour, mais on n'a jamais forcé, on n'a jamais dit aux gens lol, rigole maintenant, apprécie, aie peur et tout. Déjà une ambiance, c'est clair que c'est le plaisir que les gens ont à être là qui la génère d'une, et de deux, ce qui est particulièrement difficile dans un festival comme le PIF, et ce qui est d'autant plus méritoire, c'est qu'une ambiance, elle est aussi très dépendante de la géographie du lieu. C'est-à-dire que quand tu as un festival de cinéma dans une petite ville, ou en tout cas plus petite, et où il y a un centre qui est clairement délimité, où tout le monde va se croiser pendant toute la durée du festival, dort dans le coin, etc., bah c'est sûr que ça fait une ambiance village. C'est vrai que dans un festival comme le PIF, globalement, les gens, ils sortent de la Projo, ils prennent le métro, ils rentrent chez eux, trucs comme ça. Donc c'est d'autant plus difficile de réussir à gérer une ambiance dans une ville comme Paris et un festival comme ça, et c'est ce qui se passe, donc c'est cool. Ça a mis le temps, on a mis comme 3 éditions, enfin 3 lieux différents. Et c'est vrai que c'est la première fois qu'on a un lieu finalement dédié à 100% au festival, et c'est ce qui, je pense, a fait beaucoup depuis 3 ans pour créer une ambiance. Je dis pas qu'elle n'était pas là avant. J'ai un truc j'ai remarqué, et j'apprécie énormément le public du PIF pour ça, mais le public français en général, c'est qu'on a le meilleur des deux mondes. C'est qu'on a des gens qui sont pas austères, comme Fred d'ailleurs, une blague humour, Fred austère, et du coup, mais qui sont aussi quand même festifs. Depuis le début, quand la bande-annonce du festival passe, ils sont toujours à applaudir. Quand il y a un moment cool, un moment un peu on va dire jubilatoire pour tout le monde dans la salle, les gens applaudissent et ils sont contents, mais ils vont jamais faire les débiles genre toutes les 5 minutes à faire machin. Pas pendant les films en tout cas, jamais. Déjà ça c'est bien parce que mais ils sont contents pendant les films. Ils sont qu'il y a un truc qui s'est bien passé. Genre imagine il y a un mec qui a été relou. J'imagine, je pense à la scène de The Mist. Désolé, ça spoil un peu, mais une nana qui a été relou tout le film dans The Mist et qui se prend une boîte de conserve dans la gueule. C'est jouissif et dans ce cas-là, j'imagine bien les gens hurler de joie. Voilà. Non mais il y a des festivals, on les connaît, on va pas forcément les nommer, où les publics, où le public peut être dissipé pendant tout le film juste parce que c'est la tradition de gueuler pendant le film. Si tu ça a son charme, mais quand tu vas dans un festival pour voir des films, c'est rapidement casse-couille, quoi. Donc, mais c'est pas l'état d'esprit français en tout cas, et c'est pas celui encore plus de Parisiens. On les considère comme des gens un peu froids et un peu voilà. Mais bon, je trouve que les gens ils choisissent les séances. Voilà. Tu vas à la nuit d'Anarland, c'est normal de gueuler pendant le film. Mais je trouve qu'on a le bon public parce que je dis pas ça parce qu'ils nous écoutent, c'est pas le but. Mais j'ai toujours trouvé ça cool. Je me dis putain, je suis fier parce que on pourrait avoir des trucs qui partent en roue libre ou alors des gens qui sont vraiment genre hyper froids et tout, quoi. Donc je sais pas, enfin l'ambiance, voilà, c'est après tu vois, quelqu'un en début là d'interview parle de l'attente et du fait que dans la salle on peut voir des tweets, on peut voir des gens qui rentrent dans la salle, on peut tout n'était pas parfait cette année, on a eu 2-3 couacs, mais on va y travailler. Mais c'est ça en fait, moi je me dis toujours comment améliorer ce festival. C'est que des fois je vais dans d'autres festivals, je dis tiens c'est marrant quand on attend, ils pensent à faire ça, et je dis tiens c'est pas con, et l'idée c'est toujours d'occuper les gens. On a essayé de faire un peu de décoration cette année, on va encore plus l'améliorer, mais je veux que l'ambiance de festival soit tout de suite dès que tu rentres, et que ça soit pas comme un train fantôme, c'est pas le but, c'est pas la foire à la saucisse, mais que tu sois prédisposé, et que même quand tu simplement attends dans une salle, avant les gens ils disaient c'est cool, on a de la musique vachement bien et tout, mais là maintenant vous pouvez savoir quel morceau, enfin l'idée c'est toujours d'accompagner que ça soit une expérience. Parce qu'on a tendance à croire que faire un festival c'est choisir des films et puis basta, mais c'est bien plus que ça, quoi. Et surtout là où on peut nous critiquer, c'est sur les choix des films. Tel film j'ai pas aimé, mais ça c'est normal. Un film ne peut pas plaire à tout le monde, donc ça c'est tout à fait logique. Quand quelqu'un me dit désolé ton film j'ai pas trouvé ça terrible, je dis je suis désolé pour toi, j'aurais préféré que tu passes un bon moment, mais moi c'est pas moi qui ai fait le film, donc je suis pas au fond de moi-même, je suis pas touché. J'aurais préféré qu'il ait aimé bien sûr, mais par contre l'organisation, c'est-à-dire d'être à l'heure,
de respecter ce qu'on a dit, d'annoncer le format. Il y a des festivals qui ne font pas, qui n'annoncent pas les formats, qui passent des fois du DVD sans dire que c'est du DVD. Nous, on annonce les formats, on est le plus transparent possible, on ne ment pas, voilà, parce que je suis moi-même et c'est pas moi-même je ça fait vachement, mais on est tous des cinéphiles, on a tous un niveau d'exigence et en fait on fait ce festival. En fait c'est pas compliqué, on n'est pas une entreprise. Je dis ça pour viser personne, mais on n'est pas une entreprise, on n'est pas payé pour faire un festival par une collectivité ou je ne sais quoi, on le fait sur notre temps personnel. C'est un truc qui nous prend beaucoup de temps et si on faisait de la merde, à quoi bon, enfin, je sais pas, je vois Xavier il bosse comme un chien là-dessus, mais c'est le cas de tout le monde, hein, mais Xavier bosse comme un chien. Xavier qui fait la bande-annonce, voilà, qui a été soulignée. Il va pas foirer le truc parce qu'il se dit c'est bon, je suis bénévole. Non, au contraire, ça lui tient à cœur parce qu'il a un travail à côté et que là c'est son moment de liberté dans l'année où il sait ce qu'il fait là, il sera son seul maître. Je te pose pas trop de contraintes, je pense. Voilà. Donc il sait qu'il peut mettre son talent et il aura pas de quelqu'un du marketing qui va lui dire ouais mais là c'est trop segmentant pour les 12-35. Il aura pas ça parce qu'en fait on fait ça pas pour la thune, en fait il faut qu'à nous les payer. Donc en fait ce qu'il faut juste c'est que le festival à la fin de l'édition il n'est pas perdu d'argent, c'est le seul truc qui est la règle en fait, voilà quoi. Et c'est ça en fait, je dis pas qu'on est mieux parce qu'on est indépendant, c'est pas ça le but. Il y a des très gros festivals qui fonctionnent très bien, mais en tout cas nous c'est certain que si on est là, c'est pas un plan de carrière, c'est pas parce qu'on est payé, c'est pas on passe pas notre temps, c'est voilà. Et donc c'est juste pour expliquer, c'est peut-être des gens qui connaisseraient pas qui ne connaissent pas le festival ou qui sont jamais venus ou qui même viennent ne savent pas ça. Et surtout, et ça Xavier va être d'accord avec moi, c'est pas parce qu'on est indépendant, qu'on on fait ça bénévolement et tout, que ça doit être fait à la maison dans le sens bâclé. Pour moi, la personne a payé sa place, elle doit pas avoir un travail. Il n'y a pas de différence pour elle, quoi. Voilà, elle a payé sa place. Globalement, en fait, ce qu'on met à l'écran, c'est ce qu'on aurait envie de voir nous en tant que spectateurs. Voilà. On sous-titre tous les films, c'est-à-dire qu'il y a plein de festivals qui ont abandonné l'idée de sous-titrer les films en disant voilà, tout ce qui compte c'est le volume, ils mettent beaucoup de films, ils sous-titrent pas tout. Bah non, moi je sais que j'ai un public qui n'est pas forcément anglophone et qui est très content d'avoir le sous-titre français. Ce qu'on fait aussi, je crois qu'on doit être les seuls à Paris à le faire. On sous-titre maintenant tous les films en anglais qui ne sont pas en langue anglaise parce qu'on a une ville cosmopolite. J'ai vécu en fait au Japon et je peux vous dire que d'avoir des trucs en anglais, on les recherche, il y a des gens en France, à Paris qui sont pas français, qui sont pas francophones et qui seraient très curieux, très contents d'avoir un festival où ils peuvent voir des films, ils peuvent tout comprendre quoi. Et donc ça c'est important pour nous. On est à Paris, on n'est pas dans une toute petite ville du Pas-de-Calais. On n'est pas à Lyon quoi. À Lyon. Non, mais à Lyon par exemple, j'ai pas besoin de faire ça parce que c'est pas assez cosmopolite. Enfin en tout cas, je veux dire qu'on n'a pas les moyens. Alors en plus voilà, mais donc c'est con, mais c'est des détails qui font. Voilà, chaque année, en tout cas, je trouve qu'on s'améliore parce qu'on a acquis une base solide. On sait faire ça des choses maintenant et tout. Maintenant, on va améliorer. Chaque fois, on rajoute une brique. Donc, dans quelques années, on aura de la KDX pour si tu mets 10 000 à chaque fois. 10 000 quoi ? Une brique. Ah, pas mal, pas mal. C'est très drôle. J'aime beaucoup. L'humour, c'est bien. C'est souvent. Que dire d'autre par rapport à ce qui a été dit là justement du coup, Véronique, toi Non, mais du coup, ce qui était intéressant aussi, c'est de voir qu'il y a des amitiés qui se sont créées au sein du public et ça, c'est ce qui fait aussi l'ambiance, c'est qu'il y a des gens qui se retrouvent chaque année dans la salle. Je crois qu'il y aura des bébés pifs dans Alors, c'est bien. C'est beaucoup de mecs hein, quand même. Et pourquoi pas mais ouais, il y a des gens en fait, donc c'est leur kiff de se retrouver entre potes et enfin quand on se met toujours au même endroit dans la salle, on voit qu'il y a toujours les mêmes bandes au même endroit. C'est assez sympa, les gens se parlent, donc il y a vraiment une ambiance dans la salle aussi. Il y a l'esprit de communauté comme disait un des spectateurs. Ouais. Un truc rigolo je sais pas si vous avez pas dû poser la question, mais du coup je sais pas si vous dans les commentaires vous pouvez nous raconter ça. C'est comme il y a 3 niveaux au Max Linder, l'orchestre, la mezzanine et le balcon. Est-ce qu'il y a des clans, genre en gros nous à la mezza on est mieux qu'à l'orchestre, nous au balcon on est au surplomb. J'ai parlé avec un habitué du forum de Matt Cobretti qui vient souvent d'ailleurs, qui est abonné, d'ailleurs il nous écoute donc je pense qu'il va être content d'entendre son cité. Lui il va toujours au balcon. Je pensais que le balcon en fait c'était tout en haut, c'est ça, tout en haut. Je pensais que c'est les gens qui allaient là-bas quand il n'y avait plus de place ailleurs, mais non, eux ils y vont tout de suite parce qu'ils ont leurs habitudes. Moi j'avoue que moi personnellement cette année je me suis plus mis au balcon et je trouvais ça quand même assez agréable quoi. Mais du coup est-ce que c'est pas 3 salles 3 ambiances, est-ce que c'est pas genre la mezzanine ils sont entre eux, mais moi j'ai l'impression que les gens vont enlever leurs chaussures surtout du coup. Je sais pas pourquoi. Non mais c'est vrai que c'est pas la même ambiance quoi, suivant les niveaux. Moi je préfère le balcon parce que c'est plus pépère et quand t'es crevé à cause du festival t'as envie d'être moi j'aime bien la mezzanine parce que j'ai des amis qui ont le pass premium et qui du coup sont au premier rang, donc nous on se met 2 rangs après et puis du coup on peut quand même débriefer avec eux. J'aime bien être en bas parce que je suis plus près de Cyril et de Fausto, je peux presque les toucher. Moi ce que je sais, toi Talal avec Talal oui. Moi balcon, ouais. Ah balcon ouais. Ah putain, un petit balcon. Voilà. Il y a du monde au balcon. Pas cru. Mais juste pour dire que ce qui est marrant avec Fausto, c'est le seul repère qu'on a quand la séance va démarrer pour savoir si c'est rempli ou pas. Parce que moi je déteste regarder les chiffres, ça me stresse.
c'est qu'en gros l'orchestre, c'est quand même, j'ai l'impression quand même là où ça se remplit quand tout est rempli en fait. Donc en fait, si l'orchestre est dispersé quoi, je sais que c'est une séance qui a marché moyen, pas nul mais moyen, mais si c'est rempli à l'orchestre, je sais que c'est blindax quoi. Donc si un jour vous voulez nous faire peur, faire croire qu'on a, venez tous à l'orchestre et comme ça. Voilà. Mais c'est ça que c'est mieux aussi que l'orchestre soit rempli parce que finalement ça vous voyez pas quand vous êtes assis, mais quand tu es en bas et que tu es à la place de l'œil où tu parles au public, globalement tu vois parfaitement l'orchestre, tu vois un petit peu la mezzanine, mais alors le balcon tu vois rien. Le balcon tu vois que dalle. Je sais pas s'il y a des gens ou pas, C'est là que tu vois pas que Xavier dort en fait pendant les films. C'est ça. Et je fais une promesse maintenant là, j'espère que je la tiendrai, mais c'est pas grand chose. J'aime bien quand tu fais des promesses. Teindre les cheveux en blond. Non, une promesse que je peux tenir. Il y aura, alors c'est la promesse de merde, c'est pas grand chose, mais il y aura un micro pour les questions aussi au balcon l'année prochaine. Ah ouais, je suis un peu déçu là. C'est-à-dire on en a fait un à chaque fois. Non, mais à la mezzanine. c'est bien de se challenger comme ça. Voilà. Mais c'est non, important. mais Ça veut dire qu'il y a un bénévole qui me montrera 2 étages. Voilà. Et l'autre promesse que je vous fais, c'est que ça y est, les vidéos ne rameront plus. Ça saccade un petit peu. Enfin, il y a un décalage. Globalement, ça a plutôt pas mal marché. Mais on a découvert un truc avant le festival, donc on ne pouvait plus faire autrement, donc on a dû faire avec. Mais on sait d'où ça vient, donc ça sera réparé. Il y aura plein de trucs mortels niveau vidéo l'année prochaine. Déjà qu'on a fait des belles choses. Parce que ça aussi, c'est un truc qu'on nous avait dit, on a pris en compte, c'est que les gens nous disent c'est con, quand on est à mezzanine balcon, on ne voit pas forcément les gens qui parlent, donc on a tout ça en compte. On a investi, on est des winners, nous. On a investi pour qu'avoir un système vidéo pour que les gens puissent voir mieux les invités, quoi. Alors justement, le PIF existe depuis 8 ans maintenant. Nombreux sont les spectateurs qui viennent depuis la première édition. Et du coup, je leur ai demandé de nous raconter un souvenir en particulier. On écoute ça. Je me souviens de Opéra de Argento. Argento m'avait fait un peu de peine. Il était tout ratatiné, tout rabougri. Il galérait à s'exprimer et le film était cool. Je me souviens aussi de Richard Stanley qui était venu... J'avais beaucoup aimé sa dégaine de Crocodile Dundee un peu, c'était très mignon. Donc oui, donc Argento c'est rigolo parce que c'est un truc qu'on essaie de faire depuis un petit moment, mais c'est effectivement le seul truc sur lequel on pêche pour le moment parce qu'on n'a pas assez de moyens pour le faire, c'est de faire venir une sorte d'icône du cinéma fantastique à chaque édition et d'aller faire un truc autour de ça, quoi. Et c'est là où justement un jour la subvention de la mairie et de la région pourront aider pas mal pour ça parce qu'actuellement ça coûte très cher. Tout ce qui fait venir les invités, c'est ce qui coûte le plus cher, c'est ce qui nous bloque pour le moment. Donc là je suis totalement transparent. Le jour où on peut enfin avoir des subventions, on pourra peut-être se permettre d'avoir faire venir par Carpenter parce que c'est compliqué, mais voilà, faire venir des grandes icônes et tout. Et ce qui est rigolo pour Richard Stanley, c'est ça qui m'a fait marrer, c'est que Richard Stanley sur scène quasiment un an avant l'affaire MeToo a balancé sur Weinstein devant tout le public pour dire que c'était un porc, qu'il avait touché Ashley Judd, il a balancé plein de trucs. On est tous là en train de dire ouais putain il balance d'un putain de scud. C'est passé inaperçu parce que forcément c'était dans l'enceinte du cinéma et que il y a que ceux qui étaient présents qui ont pu l'entendre, mais ça m'a fait rigoler quand l'affaire Weinstein a explosé de me dire putain en fait c'est un peu grâce à nous, quoi. C'est un peu grâce au PIF. Voilà, je veux pas dire, mais voilà. Merci le PIF, merci Richard, quoi. Souvenir du PIFcast. Du PIF, pardon. Moi, je pense que le meilleur souvenir que je garde du PIF, c'est la nuit Clive Barker, qui est vraiment un grand souvenir. C'était la 2e édition, je crois. C'était la première fois que je venais. J'étais pas encore avec le pass, donc j'avais pas fait l'intégralité du festival, mais par contre, j'ai passé une nuit absolument incroyable. À moitié conscient face à des images absolument dingues. Voilà. Donc c'est un de mes meilleurs souvenirs, c'est ça. Ouais. Un souvenir marquant du PIF pour moi, c'était la nuit Clive Barker. J'avais vraiment aimé parce que déjà j'appréciais beaucoup l'auteur et aussi parce que je trouve que c'était un peu ce qui résume un peu le PIF, c'est qu'il y a à la fois une très très belle exclusivité avec la projection de Nightbreed, le Cabal Cut, qui était vraiment, enfin concrètement ça s'est vu après nulle part ailleurs. Avec aussi pas mal d'intervenants qui venaient vraiment donner plein d'anecdotes, d'histoires. Je me souviens, il y avait Maury Bustillo et Logier qui étaient venus raconter leurs expériences sur les projets Hellraiser. Et puis aussi par rapport à ça, le fait même si j'avais déjà vu les films, le fait de voir pour la première fois Hellraiser sur grand écran et de découvrir pour la première fois Candyman qui a été vraiment une révélation pour moi, quoi. Ouais, donc la nuit Clive Barker, ça surtout, le Cabal Cut, ça a été quelque chose d'assez compliqué à mettre en place parce que c'était une initiative personnelle d'un gars qui avait en gros l'autorisation de montrer que cette version-là qu'il avait fait lui-même. C'était un DVD, ça, qu'il avait utilisé des bouts, il n'y avait même pas de version HD à l'époque, des bouts, même des versions workprint dégueulasses et tout. Il avait fait ce montage-là qui circulait dans les festivals, donc on n'était pas les seuls à l'avoir montré, mais en tout cas les seuls et les derniers à l'avoir fait en France.
Mais ça a été chic. Pour ce gars, était très bizarre, le mec qui avait fait ce machin-là. C'était très compliqué de bosser avec lui. Jusqu'au dernier moment, j'ai cru que ça allait pas se faire, mais ça s'est quand même fait. Ça, c'est les moments de stress que vous voyez pas, mais c'est toujours un peu compliqué. Et effectivement, c'était cool que Pascal et Alexandre et Julien soient venus dire des petits mots. Ça, c'est un truc qu'on essaie de faire plus souvent. C'est pas toujours possible parce que leurs emplois du temps sont pas toujours adéquates. Mais d'ailleurs, je sais que Alex nous écoute. Voilà, donc c'est le genre de truc qui je trouve vraiment intéressant pour le public. Steve Moreau, ils ont jamais rien à foutre. non, ils sont très occupés. Et je sais que par exemple, quand Alexandre et Julien sont venus parler de leur projet d'Hellraiser pour la Weinstein Company, c'était génial parce que nous, c'est des trucs qu'ils nous racontent à nous, mais en fait. C'est passionnant pour. D'ailleurs, ça a été dans un Mad Movies récemment. Tout à fait, ouais. L'article s'est retrouvé dans Mad Movies, mais avant ça, personne ne savait tout ça. C'était sur Halloween, mais. Halloween, ils n'ont pas fait aussi. Et si, on avait fait aussi à Hellraiser, tout à fait. Voilà. Et du coup, c'est le genre de truc. En fait, c'est même d'ailleurs pour ça que j'ai eu l'idée de faire le Pifcast au début, c'est que je me suis dit, putain, mais on connaît tellement de gens, on a accès à tellement de personnes, que c'est quand même con de pas en profiter pour que tout le monde soit au courant. Donc, faire venir des réalisateurs français parler au festival, ça on sait faire, il n'y a pas de problème. Les faire venir à un Pifcast pour parler. Et c'est surtout à la base, c'est ça, c'est qu'en fait c'est une volonté, je pense que c'est ce qui nous partage tous. Laurent, t'as pas fait journaliste pour rien, je pense. Voilà, tout ce qu'on est face à pour ça, c'est que l'idée c'est de se dire, voilà, on adore parler de ça. C'est une culture qu'on veut tous défendre, quoi. Voilà. Et surtout, mais on veut être, on n'est pas acteur. Et qu'on veut réalise. Donc c'est peut-être le seul de notre équipe qui a franchi le pas, voilà, qui a franchi le pas et qui a fait de notre passion un métier. Mais voilà, partager en tout cas, c'est toujours un truc qui nous a motivés. Et faire un festival, finalement, c'est ça. C'est comme quand tu fais une soirée entre potes. On fait une plus grosse échelle finalement, mais c'est ça en fait, c'est de dire putain, t'as pas vu ce film mortel, Cannibal Holocaust ou Ebola Syndrome, c'est génial, c'est un film hyper poétique. Hein, Et tu as raison. Voilà. Non mais c'est ça. Enfin, je pense que c'est voilà, le Cable Cut quand il a été annoncé, on s'est tous dit putain, ouais, il faut le faire quoi. C'est mortel. Et finalement, c'est pas si compliqué quand tu réfléchis, c'est de contacter les gens, les faire venir, machin et tout. Voilà. Mais c'est ça, c'est vraiment. C'est parce qu'à la base on est des cinéphiles et qu'on aime ça et qu'on a envie de le partager. Et en fait, moi, si j'ai fait ce festival au début, c'est parce qu'il n'y avait pas d'équivalent à Paris. Il y avait l'Étrange Festival, certes, mais qui n'est pas que fantastique et qui n'était pas forcément comme moi j'avais imaginé un festival. Et donc voilà, c'est l'idée, c'est de toujours faire un truc comme toi, tu as envie de le faire. Et si personne ne l'a fait, tu le fais. Si demain quelqu'un avait fait un festival mortel sur Paris de fantastique, j'aurais pas eu l'idée de faire ça, quoi. Et en parlant justement d'un sujet pas épineux, mais je sais que c'était difficile, les nuits du PIF. Personnellement, moi en tant que spectateur, je trouvais ça mortel. Et même si avec le temps, j'ai plus de mal à tenir jusqu'à 6h du matin, ça c'est évident. Mais voilà, une soirée comme ça, je sais que la soirée Clive Barker, je suis resté jusqu'au bout parce que c'était le pied. Et je sais que c'est difficile et je sais que c'est tout le monde en chie derrière, surtout que derrière tu te traînes un festival, en plus sur le fait de voir plein de films avant. Enfin, c'est 6 mois avant ou un an avant presque que vous commencez à bosser. Donc une nuit, c'est un peu la nuit, effectivement, c'était fatigant pour les équipes. On s'est dit... C'est un pari, on s'est dit, si on met une séance de minuit et si on met une séance à 11h le dimanche matin, finalement on ne perd qu'un film par rapport à la nuit, sauf que ça permet aux gens d'entrer chez eux, ça permet de faire on a perdu un film finalement, mais finalement avec la séance scolaire qui est le jeudi matin, on le rattrape. Et le surtout qui est dommageable dans l'histoire, c'est qu'au final on a perdu 2 films de patrimoine. Avant on avait les 3 films de la nuit de patrimoine, enfin 4 à l'époque au début des nuits et après 3, et on avait les 4 séances cultes. Maintenant effectivement on en a un peu moins. Mais au bout d'un moment, on peut plus pousser les murs en fait. C'est soit. Enfin, voilà. Et puis nous, on est crevés quoi. Enfin, bon, Non, mais il y a un moment, c'est plus possible parce que, bon, pour donner les petits détails, la fatigue fait qu'on est tous très très nerveux, très très tendus. Généralement, le dernier week-end, on se fout sur la gueule. On se fout pas sur la gueule, mais on a un peu tendance à s'engueuler un peu, etc. Quoi. Donc, ça crève en fait. Pouvoir dormir à la nuit, depuis, on est quand même beaucoup plus zen le dernier week-end. Le seul truc qu'on pourrait rajouter, si jamais, j'ai pas envie de le faire, mais si on devait rajouter une projection, ce serait une autre soirée de minuit le vendredi. Voilà. Mais les nuits, je suis désolé. Et par exemple, ce qu'on a fait cette année avec Bobby Peel, c'est mieux, je trouve. Je préfère faire une grosse soirée de 2 heures ou 3 heures, enfin plutôt 3-4 heures. Un vendredi soir qu'une nuit parce que ça fatigue. Et puis des fois quand une nuit marche pas, c'était le cas de la nuit zombie, c'est ce qui nous a un peu aussi poussé à arrêter, c'est que normalement quand le public ne vient pas, ça donne pas envie de continuer en fait. On se dit en fait ça fait quand même c'est beaucoup d'énergie pour rien. Et par exemple au Max Inter, il y a des nuits qui sont organisées, les nuits au Max, et ça cartonne. Et voilà, laissons aux gens qui savent faire. Voilà, je préfère que les nuits au Max continuent. Enfin, c'est-à-dire c'est le cas, elles continuent, mais que les gens aient là-bas, c'est mieux. Enfin, et eux, ils savent faire des nuits, ils les font bien, ça marche bien. Mais après, c'est comme la nuit Nanarland, quand c'est one shot, ça passe. Mais c'est vrai qu'au cœur d'un festival d'une semaine, en fait, c'est trop quoi. Et en fait, nos nuits, elles étaient peut-être trop pointues dans le sens où il n'y avait pas de. Les nuits qui ont mieux marché, c'est quand il y a une avant-première. Ça a été la nuit Stephen King, ça a été la nuit Japanime, ça a été la nuit Clive Barker, même si c'est pas une avant-première, mais c'était voilà.
Et quand on n'a pas d'avant-première, c'était le cas de la nuit Invasion extraterrestre, ça a été le cas de la nuit Zombie 2, donc la deuxième qu'on a fait. Attention, c'est pas une nuit sur Zombie 2, c'est la nuit Zombie numéro 2. Tu veux dire que vous avez passé Zombie 2 toute la nuit? Bah, forcément, quand t'as pas l'avant-première, ça attire moins les gens, et donc voilà. Mais c'est un choix qu'on a fait, voilà. Mais ouais, Final Girls, en tout cas, c'était vraiment assez dément. Je sentais toute la salle qui était vraiment, c'était un film ludique qui s'y prêtait, je crois méta avec une mise en abîme, etc. Et ça s'y prêtait vachement et les gens se sont éclatés et ça s'est bien sorti. Une séance, ah si, bah ouais, franchement, je pense qu'il y a peut-être beaucoup de gens qui vont le citer quand même. Mais c'était la séance qu'il y avait eu juste après les attentats du Bataclan. C'était le film Final Girl, qui était c'était comment on appelle ça, le film d'ouverture. Et il y avait une ambiance un peu particulière, je sais pas si tu y étais, et c'était vraiment... Enfin, je trouvais qu'il y avait beaucoup d'émotions du coup dans le film. Le film était assez émotionnel et moi je pensais, franchement, en y allant, je pensais qu'il allait vraiment avoir pas beaucoup de monde. Tu vois, c'était quoi, 4 jours, je crois 4 ou 5 jours après le Bataclan. Et en fait, il y avait énormément de monde. Et ça faisait un peu une ambiance de solidarité, de dire ok, on sort quand même pour aller voir un film, tu vois, on va pas se laisser abattre et on va pas se laisser... Enfin, abattre, ça fait un mauvais jeu de mots, tu vois, mais on va pas rester enfermé chez soi et on va quand même venir et de voir tout ce monde. En plus, pour un film que j'avais adoré, voilà, c'est un des meilleurs souvenirs en fait du coup que j'ai du PIF. Malheureusement lié à des événements tragiques, mais bon voilà. Donc si je devais citer un moment clé, ce serait voilà, Final Girl en avant-première. Alors ça, je peux en parler d'un point de vue organisateur, mais je laisserai aussi du coup peut-être Laurent et Talal en parler peut-être d'un Mais point de vue j'ai bien envie de parler de ça. Spectateur, mais juste c'est Pascal Garcin qu'on entend. Et qui nous a beaucoup aidé au début du festival, c'est que les premières éditions, les musiques, c'était son groupe Double Dragon qui servait comme support sonore du coup pour les bandes annonces. Et voilà, donc c'est juste pour un petit clin d'œil à Pascal, je sais qu'il nous écoute. Et ouais, juste avant que Talal en parle du coup d'un point de vue spectateur, c'est vrai que c'était curieux. Je me souviens être allé le lendemain de l'attentat. Enfin, c'était la journée. Enfin, tout le monde l'a vécu. Donc c'était la 5e édition. 5e édition, anniversaire, machin et tout. Et je vais le lendemain au Grand Rex et je vais voir le directeur des salles et voir si c'était maintenu en fait, qu'est-ce qui se passait et il était là, c'était ambiance, personne n'a envie de sortir, personne n'a envie de... Enfin, c'était vraiment bizarre. Et c'était le Disney de Noël comme ils ont à chaque fois au Grand Rex avec la féerie des eaux, c'était Arlo et la salle était vide, il y avait 3 personnes dans la salle alors que d'habitude c'est rempli de 2000 personnes, 2000 gamins et tout, et ils recevaient des tonnes de mails d'annulation de gens et on se disait mais qu'est-ce qu'on peut faire et tout, et moi la question c'était si le Grand Rex fermait, c'est certain qu'on ne faisait pas de festival, mais le Grand Rex est resté ouvert donc on y est allé, mais c'est vrai que c'était putain d'ambiance chelou et c'était limite pas larmoyant mais c'était dans le sens positif, mais j'avais vraiment presque les larmes aux yeux quand on a ouvert le festival et que tout le monde était une sorte d'énergie. Donc là c'est là que je vais laisser Talal dire un truc, mais cette énergie c'était vraiment émouvant quoi. Oui, ça rejoint ce que tu disais en fait, c'est que on a passé une semaine de merde, c'est le cas de le dire, et puis il y a cet événement qui arrive et on se dit bon, est-ce que ça va avoir lieu ou pas, et puis finalement ça a bien lieu et on se retrouve un peu cocooné en fait, c'est bizarre, on est tous ouais. En plus la salle était pleine, donc voilà, le fait de vous retrouver tout ce monde et surtout de voir ce film, pour moi c'est un de mes meilleurs souvenirs, j'en ai plein hein, mais celui-là j'avais vraiment kiffé, c'était Final Girl, donc un film que j'adore, qui parle du deuil en plus, donc qui parle du deuil en plus, ouais. J'ai passé une putain de soirée. En plus, sans vouloir faire de la philosophie de comptoir, quand tu as cet événement qui charrie derrière lui ce qu'on sait de choc civilisationnel en matière de philosophie d'organisation d'une collectivité et tu vas à un festival, dans un festival qui célèbre l'imaginaire, enfin c'est pas, je vais pas dire que ça tient de l'acte militant, mais quelque part quand même, si les gens nous l'ont dit, hein. Sortir de chez soi alors que tu sais qu'il y a plein de gens qui vont pas avoir soit envie, qui vont avoir peur, etc., une psychose s'installe, sortir de chez soi pour aller voir pour aller célébrer un genre qui en plus en lui-même célèbre justement, ou en tout cas est censé célébrer la transgression, l'imaginaire, etc. Ouais, il y a un acte ouais, il y a un acte militant. J'ai envie de rajouter quelque chose à ce que tu viens de dire, Laurent. Alors, une autre échelle, bien sûr, il n'y avait pas, heureusement, un attentat, mais justement, la semaine, donc le fameux samedi 8, le soir de la projection d'Ashura, oui, ouais. C'était la manifestation, c'était l'acte 4, et personnellement, moi, je me chiais dessus toute la journée en me disant, mais est-ce que la projection va avoir lieu ? Je raconte même pas la journée, toute la semaine, je me chiais dessus, en demandant est-ce que la projection allait avoir lieu. Dessus, carrément. Ouais, c'était horrible. C'était sale. T'as des potes, mais quand même. Et, pas de latrine. Et du coup, voilà, j'étais persuadé qu'on allait être quelques potes dans la salle. Et puis au fur et à mesure, je voyais une tête familière, une deuxième tête familière, une troisième tête familière. J'ai dit, ah putain, il y a plus que 5 potes en fait dans la salle. Et j'étais super content. Et puis
présentation du film par Cyril et Fausto, et je monte sur scène, et puis là je vois, j'ai la vue d'ensemble justement avec la mezza et le balcon, et je me dis waouh putain, en fait on est nombreux quoi. À 20 sièges près c'était rempli en fait, c'est quasi sold out, hein. C'était une seule quasi sold out. Et j'ai halluciné en fait, parce que pour moi je recevais toute la journée, je recevais des messages, ouais est-ce que tu crois que ça va être chaud tout ça, et puis il y avait des images aussi de voitures brûlées ou je sais pas quoi, un peu plus loin, donc voilà, c'est pour dire encore une fois que ce public là est particulier, et que justement il va braver toutes les peurs pour leur passion, donc je trouve ça vraiment cool. Et je me souviens aussi, pour revenir sur la 5e édition, que vous aviez des craintes sur le film de clôture Green Room, qui se passe dans une salle de concert, et je me souviens que toi et Fausto, vous étiez assez inquiets de savoir est-ce qu'on peut le passer dans ce contexte-là, et au final ça s'est bien passé quoi, et tout le monde était là. Tu sais jamais à l'avance, mais non seulement c'est bien passé, mais ça rejoint ce que je disais, Green Room c'est quand même des gens qui vont dans une salle de concert et qui sont confrontés à des putains d'obscurantistes débiles en fait, et qui vont se friter contre eux, et en fait c'est limite c'est le film parfait à voir dans des conditions. Et ben c'était prévu. C'est horrible ce que tu veux dire. Non mais juste pour un truc aussi, c'est toujours là on donne un peu les coulisses du festival pour ceux qui nous écoutent et qui donc connaissent ce festival là. On aurait pu aussi avoir beaucoup d'annulations d'invités en fait. Ça a été le cas, je le dirai après, mais en fait tous les invités ont répondu présent, donc sauf un, je dirai son nom après quoi. Ou en fait non mais c'est pas un problème. Pourquoi il est pas venu, c'est pour vous dire qu'est-ce que vous avez loupé, du coup c'est dommage, mais voilà. En tout cas tous ils nous ont dit ah non mais nous on vient, que ce soit Répé John 2, que ce soit Justin Ashwati, que ce soit Lucie Ladzilevic, que ce soit le réalisateur de Survivaliste, je sais plus comment il s'appelle, qui était venu aussi. Il y avait Philippe Ridley qui était venu présenter L'Enfant Miroir. Enfin ils ont tous dit non mais on vient. Ils auraient très bien pu dire non ça craint et tout. Le seul qui est pas venu mais qui était très dégoûté, mais c'est plus un problème d'assurance, c'était Mamoru Hosoda. On l'avait pas annoncé, mais Mamoru Hosoda devait venir normalement présenter Le Garçon et la Bête, et voilà, mais on peut pas lui en vouloir, hein. Il vient avec un staff complet, machin et tout, et ils étaient très déçus. Du coup, il y a quelqu'un de Gaumont qui est venu pour parler. Il a pas dit, voilà, je crois qu'ils l'ont peut-être dit que Soda devait venir, je sais plus s'ils l'ont dit, mais voilà, c'était la seule annulation qu'on a eue, mais on peut la comprendre. En plus, là aussi, Le Garçon et la Bête, c'est en filigrane un film sur le terrorisme, donc. C'était prévu depuis le début. Moi j'en ai un, je pense que c'est le meilleur, le plus important, et celui qui m'a fait comprendre que le PIF ça allait être génial et que ça allait bien, que ça allait perdurer. C'est je pense à la cérémonie de clôture de la première édition. Je pense à Detention. Je pense à la présence de Joseph Kahn en salle, et je pense que cette clôture-là, ce film-là, ça a été vraiment particulier. Il y avait une ambiance de dingue, la salle était ultra chaude, ça c'était vraiment énorme, et on n'était encore qu'un tout petit staff à l'époque, on était je crois 8 bénévoles, quelque chose comme ça, donc vraiment pas nombreux. Mais voilà, c'était ça, c'était comment finir ce premier événement en beauté, tout en sachant qu'on remettait ça l'année prochaine et que ça allait être complètement foufou. Et puis moi en plus je découvrais complètement Joseph Kahn, hein, j'avais pas vu Torque, j'avais pas trop regardé ses clips, voilà, je connaissais pas trop ce bonhomme, et puis on était ravis de surcroît de l'accueillir l'année dernière, si je ne dis pas d'erreur, pour Buddied, donc ça c'était un peu le lancement d'une très belle histoire, je crois. Ouais, bah du coup, moi je vais revenir un peu sur Detention, qui a été... Oui, alors c'est un souvenir important. Après, est-ce que c'est un bon souvenir ou un mauvais souvenir? Je ne sais pas. C'est encore trop tôt, même après toutes ces années. Faut savoir qu'à la base, donc j'étais avec Étienne en train de faire les petits tests de projection avant la séance, et on avait Joseph Kahn avec nous. Venu de LA spécialement. Venu de LA, ouais. Personne extrêmement sympathique, extrêmement gentille, vraiment. Le mec est vraiment adorable, quoi. Et on commence à faire les tests, on les avait déjà fait avant, tout se passait bien, on voulait juste en fait tester le niveau sonore pour voir si ça plaisait à Joseph, quoi. C'était vraiment 10 minutes avant que la séance démarre. C'est juste ça, c'est vraiment c'est le petit truc esthétique, tu vois, c'est juste, voilà, est-ce que le niveau est assez fort? Et là on lance le truc, et là les sous-titres n'apparaissent plus. Et là tu fais, oh putain, qu'est-ce qui se passe? Tu sais que tes éléments ils sont bons, donc tu te dis qu'il y a un problème machine. Et là tu commences à faire plein de trucs dans tous les sens et tout. Et là t'as le stress qui monte, parce qu'il y a la séance qui arrive, et d'un seul coup la séance est là, et tu ne peux pas ouvrir les portes parce que tu n'as pas réglé le problème. Quand tu redémarres, ça prend des fois 5-6 minutes. Tout à fait. Non mais ça a été un bordel monstrueux avec Joseph qui était mais super stressé. C'était la première française du film, et il n'avait pas encore distributeur à l'époque, et c'était important pour lui cette projection. Il me disait, les gars, je peux pas le passer comme ça, c'est hyper important. Donc il était à la fois
pas énervé, mais exigeant, mais il comprenait pas trop et on l'expliquait, mais ça marchait d'habitude et tout. Ça se comprend aussi. Ouais, Ah bien sûr, je dis pas que. Non mais voilà, et en fait, du coup, dehors, les gens s'impatientaient, donc voilà, pour nous c'était problématique parce que nous on cherchait vraiment à trouver la solution. En plus, on était avec des personnes extérieures et tout machin. Enfin, ça s'est fini. C'est qu'il y a plein de gens qui rentraient peu à peu des amis et qui se demandaient pourquoi on n'ouvrait pas et ils nous voyaient en panique et tout. Et c'est fini comment? Et en fait, au final, il s'avère que c'était le serveur qui a eu un bug ultra rare. Et en fait, c'est un mec de la hotline à Lyon qui a eu l'idée en fait de nous taper un petit programme qu'il a ingesté dans le serveur. Qu'il a mis dans le serveur. Voilà, pour forcer la lecture des sous-titres. C'est un truc qu'ils avaient jamais vu de leur vie. Et en fait, nous, on balance le truc, on croisait les doigts, paf, on commence à lancer. Putain, il y a les sous-titres, vas-y, fais rentrer. Ah, tu oublies un truc important. Et là, qu'est-ce qui s'est passé quand les sous-titres sont apparus? Et quand les sous-titres sont apparus, j'ai Étienne qui m'est tombé dans les bras en larmes. Étienne était très jeune à l'époque, il avait 20-21 ans. Étienne, donc c'est notre petit génie, la technique. Qu'on embrasse. Hein. Je sais pas s'il écoute le podcast, mais Étienne, voilà, c'est une sorte d'œuvre un peu, enfin un mec un peu à part qui a une vision, enfin qui comprend tout très vite et qui est super doué techniquement. C'est vraiment un des piliers du festival, c'est-à-dire qu'on pourrait pas faire ça aussi bien s'il n'y avait pas Étienne. Et là, tout le stress de la continuité, les stress d'une journée, machin et tout. Et quand c'est arrivé, Étienne est parti en larmes, il a pleuré, j'ai jamais vu comme ça. Et il était soulagé, mais à la fois, ça lui a tellement niqué le cerveau, ce truc-là et tout. Les larmes d'Étienne, moi j'ai simulé ce festival, cette clôture aux larmes d'Étienne, de joie, de tristesse, je sais pas quoi. Mais... Et Joseph était ému aussi. Hein, c'est rien quand tu réfléchis, c'est juste des sous-titres à apparaître. Ouais, non, mais c'est pas grand-chose. Mais je pense par exemple, quand il est revenu pour Bodied, il s'en souvenait. Hein, d'ailleurs, un truc tout con, et c'est Joseph Kahn qui a fait lui-même le filtrage de Bodied. Alors, il y avait aussi parce qu'il voulait contrôler ce qu'il se disait, mais je sais pas si c'est un reliquat il a dit je viens avec mes sous-titres français dans le DCP. On lui a fait, mais tu sais, Joseph, ça fait maintenant 7 ans qu'on fait le festival, on assure maintenant. Il est tape en direct en fait. Et c'est vrai que Joseph, c'est un mec qui fait beaucoup de pubs, c'est une sorte d'icône intouchable, et j'avais réussi à trouver son contact en cherchant partout et tout, on avait réussi à la contacter, il avait dit ok, et c'est aussi le geste qu'on avait vu pour de vrai, qu'on l'expliquait le festival et tout, il fait écoutez, allons-y et tout quoi. C'était comme Sony qui avait le film pour les US, hein, c'était un truc un peu compliqué à mettre en marche, surtout que c'était notre premier festival, on n'avait pas de quoi montrer de ce qu'on faisait, hein. C'était un gros truc et tout quoi, et il a accepté, et le public a fait que parler. C'est un film qui a marqué le festival, donc les gens ont beaucoup parlé après, ce qui fait d'ailleurs quand Bodied après nous a été proposé, il a fait très peu de festivals, hein, il nous l'a proposé, c'est pas rien, hein, donc on lui a demandé, mais il a dit ok quoi. Quand on l'a vu et qu'on a vu que c'était pas trop fantastique, c'est là qu'on a eu une tête de conscience, on s'est dit mais quand même Joseph il est attaché au festival, ce serait bien de montrer Bodied. Et on a eu raison parce que tout le monde nous a parlé de cette séance pendant 1 an après, donc des fois faut écouter son instinct et pas y aller que la raison quoi. Et voilà, en tout cas ces séances, les gens en parlent encore maintenant, alors que c'était si tu réfléchis, il y avait peut-être 15 films là, ou 16 films la première édition, c'était la 16e séance du festival et les gens en parlent maintenant qu'on en a fait plus de 200 maintenant. Enfin voilà, c'est rigolo. En vrai, j'ai vraiment aimé la séance de Shin Godzilla l'année dernière. Même si tout le monde n'a pas. Enfin, je sais que le film a pas mal divisé, mais moi j'ai adoré. Et ouais, la séance en elle-même avait un truc un peu avec le problème qu'ils ont eu. C'était vraiment cool quoi. Puis bon, dans la clôture, il y a vraiment une ambiance en plus. Vraiment, enfin, voilà quoi. Par exemple, l'année dernière, pour Shin Godzilla, la chance qu'on a eu d'avoir les sous-titres au dernier moment, on avait l'impression qu'on était bénis des dieux. Et surtout que c'était un grand film quoi. Un souvenir. Alors, on va te raconter l'année dernière du coup. On va te raconter Shin Godzilla en clôture. Pourquoi ça n'a pas démarré? Comment te dire? On va dire que tous les sous-titres sont gérés en virtuel par un petit projecteur à part. Le gros projecteur cabine qui envoie le film, le petit projecteur pour les sous-titres. Et au fin de festival, le dernier jour, dernière séance, il a décidé de pas démarrer. Mais genre... on va dire 40 secondes avant de lancer le film quoi. Du coup on a essayé de faire meubler Fausto, puis en cabine c'était un peu la petite suée, parce qu'on avait travaillé jusqu'à 20 minutes avant avec Véro c'est toi, avec Clotilde pour finir les sous-titres. Faut savoir que Clotilde a fini les sous-titres on va dire à 20h30 pour la projection à 21h. Quand on a un film bavard comme ça à 2200 sous-titres, c'est assez rigolo. Et un peu les boules que le projecteur démarre pas. Du coup, on l'a décablé, puis on a tapé dessus, puis on a tout fait. Jusqu'au moment où Cyril est revenu en cabine un peu en pleurs, en mode bon, on va lancer sans sous-titres français, parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'il est tard, parce que le film est long, et parce qu'il faut lancer. Et on a continué de suer. On s'est fait chier, on a pleuré, on a vraiment pleuré, ça croit-moi qu'on a pleuré. Et dernier moment, au moment où on commence à lancer le film, on va dire, alors que tous les spectateurs s'étaient résignés à voir le film uniquement avec les sous-titres anglais, pour un film japonais, c'est pas cool.
projecteur a démarré. Mais vraiment, quoi. Le petit, on a vu la petite lumière verte qui s'est allumée au bout d'un moment. On l'a mis, je sais pas, en 4 secondes. On s'est juste pas posé de questions. Puis les sous-titres ont démarré. On a loupé un sous-titre. Un sous-titre qu'on a loupé, le titre. Oh, c'était cool, mais on a bien pleuré. Je peux te dire que la fin du festival était belle l'année dernière. Et comment on a rigolé, bah ça, faut revenir cette année. Alors un souvenir marquant du PIF, je dirais Cyril et sa formidable tête de Godzilla. Il était né pour porter ce masque, mais je crois qu'il le savait en fait, c'était l'instant qui a révélé sa vie, quoi. Du coup, cette séquence rejoint mon souvenir préféré du festival, même s'il y en a beaucoup. C'est clair que cette séance de Shin Godzilla, c'était mythique à tous les points de vue. Je veux dire, il y a le problème technique relou qui se résout comme par magie à la fin, et alors que tout le monde s'était résigné. En effet, comme expliquait Étienne, d'un coup, c'est un peu comme une espèce de petit coup de baguette magique. Il y a, Oui, parce qu'on a entendu Étienne expliquer tout le programme. Voilà. Étienne dont on parlait tout à l'heure. Oui, dont on parlait tout à l'heure. voilà, Ouais. Étienne, voilà, qui pleure beaucoup évidemment quand il y a des problèmes de sous-titres. Je n'ai pas pleuré, il dit que j'ai pleuré, je n'ai pas pleuré, hein, je tiens à préciser. C'est pas grave, t'as le droit de Je suis pleurer. un bonhomme, moi. Il y avait le masque de Godzilla de Cyril. Il faut savoir que ce masque de tout le monde Godzilla a parlé de ça. Pourquoi était ça déjà célèbre Bah, avant, il y a des puisque quand on va photos, chez Cyril, il y a le masque dans un C'est coin Fausto des qui l'a ramené du étagères. Japon, parce que je voulais faire un clip pour Oui, tout voilà, le ouais. dragon, comme quoi tout est connecté Ouais. avec ce masque-là. Et je lui ai dit, ramène-moi ça, c'est Greg Morin, un ami à moi, qui avait ce masque-là. Je veux le même. Fausto fait plein de magasins dans Tokyo pour le trouver. Finalement, j'ai jamais porté et je l'ai mis du coup ce soir-là, Voilà. parce que c'est ce soir, Ah, c'est sûr qu'on n'a pas souvent l'occasion de le porter. Hein, c'est Ah vrai. oui, c'est ce soir ou jamais, là, je me suis dit. Ensuite, il y a la façon dont tu as lâchement abandonné Fausto pour aller Ah, voir mais ce qui se passait. totalement, quoi. Bah oui, parce qu'on me dit, il y a des Oui, grands, bien il fait sûr. des grands signes. je Le fais, pauvre bon, bah, Fausto, quoi, il en pouvait plus. Et Fausto qui a meublé J'ai pas de vu ça, façon par contre. assez brillante. Ça, j'ai jamais vu parce que j'étais dans la cabine. J'ai pas Il vu paraît ça. que c'était super intéressant en plus. Il a meublé de façon assez brillante, comme Fausto sait le faire. Bon, c'est mon Trop patron, fort. mais je dis ça, je dis rien. Et puis après, il y a le film. Parce que en plus oublions pas de le tout, film. non mais en plus de tout cet effort de ce qu'on voit sur scène pour meubler, de ce qu'on devine en activité derrière, de tout le monde qui se casse le cul pour essayer quand même. Le but c'est d'offrir le meilleur spectacle possible aux gens qui ont payé et qui sont dans la salle. Il y a tout ça, donc il y a tout ce drame, cet humour, etc. Et puis après il y a le film où tu te prends dans la gueule un truc dont tu sais que tu le reverras jamais en salle, peut-être de ta vie en tout cas, actuellement, bon, on sait qu'on verra pas le film en salle avant, peut-être, je sais pas, une rétrospective Non, en Godzilla février, dans il passe 10 ans. à la à la Cinémathèque. française dans le cadre de Japonis. Et ben voilà. Mais c'était pas. Mais Aussi, bref, Il y a un an et demi, on le savait pas. Ça. Voilà, je veux dire, au moment où le film est passé, on était tous conscients qu'on avait une chance incroyable de voir Shin Godzilla sur un des plus beaux écrans de France dans des conditions optimales. Et le film est juste extraordinaire. C'est une putain d'expérience. Donc c'était juste une soirée de dingue, c'est clair. Et sachant que les galères de ce film, ça a commencé bien plus tôt que vous. Sachant que c'est le film où j'ai mis le plus de temps à négocier de toute ma vie. Parce que la Toho, c'est une institution japonaise, c'est un dinosaure, c'est le cas de le dire, hein, c'est un Godzilla, quoi. Et c'est impossible de négocier avec eux. Et je ne sais toujours pas comment j'ai eu ce film-là. Je sais que dans les anecdotes, on avait l'accord de principe, mais je me suis battu pour l'avoir. Mais vous n'avez pas idée à quel point je me suis battu. Et le jour où on devait annoncer la programmation définitive, donc ouvrir le site, machin et tout, elle m'avait dit, la personne de chez la Toho, vous n'annoncez rien tant que on n'a pas reçu votre contrat signé. Il m'avait envoyé le contrat par FedEx et fait, je renvoie le contrat de mon côté signé, quoi. Et le matin même, je sais toujours pas de OK, je sais pas si elle l'a reçu, je sais rien du tout. Et je me souviens être allé sur la terrasse de mon bureau, parce que je bosse à l'année, j'ai un travail. Et donc je m'éclipse pour appeler, et j'appelle le Japon à 10h du matin. Je l'appelle dans son bureau. Elle me fait, pourquoi vous m'appelez? Je fais, parce que je parle en japonais, enfin en anglais avec elle, qui elle parle pas forcément hyper bien anglais. Mais là, et je lui dis, mais non, on annonce tout à l'heure la programmation, est-ce que c'est bon? On fait, oui, c'est bon, mais n'appelez plus. Et donc, j'ai pu appeler. Et plus tard, j'ai reçu le contrat signé par les mains du président de la Toho. Il est encore chez moi, j'hésite à le faire encadrer tellement j'ai galéré pour avoir ce film, et tellement j'ai galéré. Ils en avaient rien à foutre, et de la France, ils s'en foutaient. Il a fallu que je passe par plein de combines et tout. J'ai dû utiliser des milliers de subterfuges pour l'avoir, mais voilà quoi. Et juste pour l'anecdote des sous-titres, je me suis même mettre assis. Je revois pas beaucoup de films au festival, mais celui-là, je voulais vraiment le revoir en salle, quoi. Je m'assois, je regarde le film, je suis bon, bah c'est bon, enfin ça y est, c'est lancé et tout. Et là, je vois écrit sur l'écran géant Epson. C'est la marque du projecteur. Non, c'est Optoma, je crois. Enfin, je vois la marque du projecteur et je fais, ah, Etienne l'a rallumé. Et moi, je comprends tout de suite qu'on va voir les sous-titres. Mais les gens comprennent pas. Ils voient juste Optoma sur l'écran. Et moi, je fais, ah, tiens, Etienne y est arrivé finalement. Et voilà, c'était l'anecdote rigolote. Du coup, ça tombe bien qu'on parle d'un film en particulier, puisqu'on a aussi demandé aux spectateurs
séances, parce que le PIF c'est des ambiances et des événements et des incidents, mais c'est aussi des films. Et on a demandé aux personnes en fait des films en particulier qui les ont marqués parmi les séances du PIF. On les écoute et vous nous direz après lesquels vous ont marqué. Une séance qui m'a vraiment marqué, je pense que je pourrais citer The Greedy Strangler. C'était il y a 2 ans, je crois. On est tous repartis assez interdits et on s'en est pas encore remis. Je pense que tous les gens qui ont assisté, ont eu la chance d'assister à ça, continuent à se dire qu'est-ce que j'ai bien pu voir ce jour-là. Mais c'est pour ce genre de truc qu'on revient au PIF parce qu'on sait qu'on les verra que là quasiment, quoi. Là récemment, le premier qui me vient en tête, alors c'est pas du tout PIF, c'était la projection de Body de l'année dernière. Effectivement, film ovni par rapport à la programmation habituelle, mais on se demandait un petit peu ce que ça venait faire là. Et puis en fait, je crois que c'est une des meilleures réceptions publiques qu'il y ait eu. L'ambiance était absolument géniale, c'est une ovation, le public a extrêmement accroché. Il y avait vraiment une électricité. L'électricité du film, en fait, se communiquait à la salle. Et non, c'était vraiment une séance exceptionnelle. Moi, la première qui me vient comme ça à l'esprit, c'est Wolf Creek 2, la clôture en 2013, qui était complètement épique, quoi. C'était vraiment exactement le film que je voulais voir en festival, complètement fou. L'ambiance était vraiment mortelle, quoi. C'était vraiment le film complètement généreux, spectaculaire, la suite Bigger and Louder, quoi. Et du coup, voilà, après le film n'est pas sorti en salle, donc c'était vraiment l'endroit idéal pour le voir, quoi. Et voilà, c'est vraiment exactement le film de festival parfait qu'on veut voir ici, quoi. Donc c'est toujours le premier qui me vient à l'esprit. Après, des bonnes séances, il y en a plein, quoi. Donc en séparer une d'une autre, c'est un peu compliqué, quoi. Une séance qui m'a... Je pense que dans les premières années, il y a des films qui m'ont bien marqué. J'ai un bon souvenir de Bellflower. Un genre un post-apocalyptique, mais un peu intérieur, c'était assez dingue. Je crois que j'avais vu un Arc, Dragon Gate, je crois, qui m'avait bien marqué. En plus, il n'était pas exploité en salle en France, donc c'était l'occasion de le voir au cinéma, du coup grâce au festival, en 3D et tout, et c'était une super séance, super fun. Donc ça, c'est un très bon souvenir. Le disait Johan, oui, le Shin Godzilla qui était extrêmement marquant, parce que de voir un film de kaiju, mais qui est une intrigue politique, même de géopolitique, et qui tient la route, c'est rare. C'est même plus que rare. Du coup, il y a des séances, vous, dont vous avez envie de parler en particulier, qui vous ont marqué au PIF? Et toi, Véro? Eh bien, moi, en 2014, il y a un film qui m'a particulièrement plu, qui s'appelle Time Lapse, de Bradley King, et qui était en compétition. Et je trouvais hyper bien foutu, très malin, bien écrit, avec peu de moyens. Et c'était une histoire de voyage dans le temps avec des polaroïdes. Et c'était des gens qui s'apercevaient qu'il y avait une machine en face de chez eux qui prenait des photos polaroïdes de leur salon, mais dans le futur. Et du coup, ils anticipaient ce qui allait se passer dans leur futur. Et ça créait toute une histoire. Il y avait un triangle amoureux. En plus, c'était hyper Ça a l'air intéressant. bien. J'adore. Tu viens pas de l'écrire là C'est sorti en France d'ailleurs. Et rigolo, c'est que, alors, je l'explique aussi pour les gens, la plupart des films, 99,9% des films, c'est des films qu'on a vus, qu'on a repérés, qu'on a demandé à voir et qu'on a pris. Timelapse, c'était un des rares, je crois peut-être même c'est le seul depuis qu'on fait le festival, qui nous a été envoyé via la plateforme d'inscription des films et qu'on a vu et qu'on a passé en fait. C'est très rare qu'on le fasse parce que souvent c'est quand même c'est quand même pas terrible les films qu'on reçoit, mais celui-là on l'avait reçu en indépendant. C'est la première fois qu'on en recevait un qu'on a gardé, quoi. C'est pour l'anecdote. Ouais. Non, mais c'est la seule année que j'ai raté, 2014. Bah, génial ce film. Xavier? Moi tout simplement The Wicker Man. Ah. Voilà. La Final Cut. Ouais, la Final Cut de Wicker Man. Alors en fait, surtout ce qui est marrant, c'est qu'en fait c'est moi qui avais bossé sur le film. Donc du coup, les sous-titres et tout. T'es si vieux que ça, ouais. Pas mal. 73. Et non, mais surtout je m'étais pris la tête sur les chansons. Parce que comme j'adore le film, les chansons ont une importance capitale pour la compréhension de l'histoire, du sous-texte de l'histoire. Je m'étais vraiment fait chier dessus et je vous jure, j'ai passé un temps tellement infini là sur ce film. T'as pris une douche, j'espère. Oh et du coup, en fait, t'arrives dans la séance, tu vois un de tes films préférés sur lequel vraiment tu t'as arraché les cheveux. Et là, d'un seul coup, tu vois le truc qui passe devant toi et là, tu fais putain, j'ai pas bossé pour rien, quoi. C'est cool. Voilà. Ouais, sur grand écran, c'était Ah ouais, cool. non, mais c'était super. Laurent est à l'âge. Moi, j'en ai deux. À égalité, il y en a une, je vais aller très vite parce que c'était cette année en plus, donc c'était Next of Kin que j'avais jamais vu et que je voulais voir depuis très longtemps.
Et alors j'étais très fatigué parce que je venais de faire j'étais en plein milieu d'un bouclage et j'ai parfois eu les yeux qui sont un peu fermés, mais c'est pas à cause du film, c'est parce que vraiment j'étais au bout du rouleau. Mais à chaque fois que mes yeux se sont ouverts, c'est quand même assez souvent, j'ai juste pris dans la gueule des images complètement folles, quoi. Donc déjà j'ai qu'une envie, c'est de le revoir, mais c'est surtout en fait c'est ce que j'adore dans la grande histoire jamais terminée du cinéma de genre, c'est-à-dire que non seulement il y en aura toujours, mais il y en aura toujours qui sont derrière et qu'on n'a pas vu, des perles peut-être même je n'ai jamais entendu parler alors que ça fait 20 ans que je fais ce métier, et ou même donc j'ai entendu parler mais j'ai jamais vu, et de continuer à se prendre dans la gueule comme ça des trucs, et surtout dans des belles conditions dans un ciné comme l'Inder, donc ça c'est génial. Et sinon la découverte de L'étrange couleur des larmes de ton corps pour la première fois sur un grand écran, voilà. C'était une expérience. Moi j'adore le cinéma C'était d'Hélène vraiment Mono. mortel. C'était galvanisant la salle, il y avait plein de monde et tout. Et le film est juste visuellement, c'est tellement à ton et par terre. Le montage sur le montage son est incroyable. Enfin voilà, c'était une putain de claque. Talal Talal va dire j'adorais Ashura. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Je crois que c'est mon meilleur souvenir. En même temps, ce serait normal. J'ai plein de bons souvenirs. J'ai Final Girl, dont on a parlé tout à l'heure, qui était vraiment mortel. All Cheerleader Dies, il me semble. Ah ouais. Ouais. Moi, je fais partie. C'est rigolo. Tiens, je pensais pas qu'un film serait cité un jour. C'était la même année que L'étrange couleur de larmes de ton corps. J'ai beaucoup aimé ce film. Je l'ai revu, ça marchait moins. Et Detention. Et après, je te cache pas que les meilleurs souvenirs, c'est les rétros en fait. Forcément Wickerman, j'allais en parler. Je me rappelle de la projo de Seconds aussi, que j'avais jamais vue, de Frankenheimer, qui est mortel. Ouais, moi aussi. Et une projo matinale où je me rappelle être sorti la veille au soir. Et c'était La fiancée de Frankenstein, la première séance enfant, je crois. Enfin, je sais plus comment oui, ils appellent comment tu fais pour rentrer public. Comment t'as fait pour rentrer durant cette séance? Non, c'était ouvert au public. C'était ouvert au public à cette époque? Bah, je me suis déguisé en petit blond. Et, tu vois, Cyril m'a vu, il m'a dit ah, viens petit. et c'était mortel. Je m'étais mis en haut, il y avait personne et je continuais, pas ma sieste, mais j'aurais pu ramener ma couverture, j'étais bien, j'étais à la maison, quoi, je regardais le film. C'était mortel, pour la première fois que je voyais ça sur un grand écran. Et moi, vraiment, les séances cultes, c'est mes séances préférées, j'adore ça. Et je regrette que cette année, j'ai pas pu me faire. Avec Lourton en plus. Bah oui, Vorace, Next of Kin, ça c'est des films. Justement, parce que du coup, ton souvenir en tant que réalisateur. Tu me prends au dépourvu. Je sais, je veux de l'émotion. Il faut voir son propre film du coup. Oui, parce que je me suis assis dans la salle. D'habitude, je fais pas ça, mais là, c'était la première fois que je voyais mon film dans un grand écran. Donc, pour le coup, je me suis vraiment. C'est pas pour ça que tu as vu ailleurs et tu le voyais. Non, c'était tout. C'était au festival la première fois. Ouais, putain, on a sorti le DCP la veille. Ouais. En fait, il n'y a pas eu de pause en fait entre les deux. On a post-prod, DCP, visionnage du DCP la veille à 21h. J'ai fini à 21h, je suis arrivé à 21h30 remettre le DCP à Étienne. Et le lendemain matin, on faisait les tests et le soir, on faisait la projection. Donc, non, c'était très très chargé en émotions. J'étais super fier parce que comme je disais tout à l'heure, c'est un festival que j'aime beaucoup. Je sais pas, il y a ce truc-là que je pense que même beaucoup de réalisateurs qui ont fait des films doivent avoir. T'es assis dans le public et tu dis ah putain, j'aimerais bien avoir mon film au Linder comme ça dans le cadre du PIF, ça serait tellement cool. Et ça s'est concrétisé. C'est ce qu'il nous dit d'ailleurs, c'est ce qu'a dit Quark cette année par exemple. Il est très content d'être là, Olivier aussi, il était content d'être là et au public aussi, c'est le parce public que ça du se comprend, ça se comprend. Ça se comprend quand t'es réalisateur et que tu sens une telle chaleur, tu te dis bah t'as envie aussi d'être dans cette situation où tu vas aussi partager tout ça. Donc ouais, c'est mortel, vraiment. Merci le PIF. En fait, moi je vois un film par édition, donc j'ai dû en voir 8 depuis que ça. En même temps, tu les vois tous avant. Oui, mais pas dans les conditions que vous les voyez en fait. Et j'allais citer au départ Detention, mais finalement là on en a beaucoup parlé. J'allais citer Shin Godzilla, on a beaucoup parlé. Non, mais c'était The Thing aussi dans les rétrospectives, c'était vachement cool. Je l'avais jamais vu en salle et c'était cool. Mais je vais citer deux films dont tout le monde a dû oublier. D'ailleurs, ça me chagrine un peu que personne n'en ait parlé. Et pourtant, c'est des films qui ont marché parce que les ayant vus en salle avec tout le monde et tout le monde rigolait comme des fous. C'était R100 et Kamen Rider, Hentai Kamen, les deux films japonais un peu barrés qu'on a eu. R100 c'était cool. Voilà, de Matsumoto et R100 malheureusement, enfin moi je l'avais vu à Lyon donc forcément. On l'a passé, oui d'abord à Lyon, on l'avait passé. Et à Lyon c'était mortel. Voilà. Quoi. Et voir ces films-là, ces ovnis. Putain, on est dépourvu. Je pense qu'R100 c'était la dernière édition qu'on a fait à Gaumont, donc ça doit être 2014. Et c'est peut-être 2013 pour Hentai Kamen, je pense. Et voilà, c'est deux films qui étaient
qui était un peu, tu vois jamais ça d'habitude sur grand écran, et c'était tellement fou, les gens étaient morts de rire, ils en pouvaient plus quoi. Celui de la projo du Mickey aussi. Dont tu parlais tout à l'heure, Molsong, c'était même si ça n'avait pas autant de succès, moi je m'en rappelle d'une projo assez épique. Moi j'étais pété de rire. Moi je l'avais vu avec toujours Greg Morin, on en parle encore à CGS, et on était explosé de rire. Et là-bas, c'est pas un film qui aurait dû se trouver en ouverture parce que il devait être normalement hors compétition dans la semaine. Et puis pareil, on voulait à tout prix cette année, c'était le Birdman d'Inaritu. Finalement, tant mieux qu'on l'ait pas eu. Tant mieux, putain. Oui, mais on savait pas à l'époque et on l'a pas eu. Au dernier moment, il a fait trouver un film et c'était Mickey, c'était le plus gros nom qu'il y avait dans la liste. Et voilà quoi. Non, c'est vrai que j'ai pas l'occasion. Je me dis souvent, putain, ça fait chier, les films sont vachement bien. Je dis pas ça parce que j'ai les programmes, mais j'ai envie de les voir comme vous en salle, mais j'ai tellement de trucs à gérer, je peux pas rester dans la salle. Et voilà. En tout cas, bravo aux spectateurs parce que pour le faire, quand je le fais moi, quand je sélectionne, me taper 4 films dans la journée, c'est hyper fatigant. Et chapeau aux spectateurs parce que franchement, enchaîner 4 films en plus tous les jours, respect quoi. Sinon, en me baladant dans le hall du PIF, je me suis rendu compte que beaucoup de spectateurs étaient aussi des auditeurs du PIFcast. Et comme en janvier, on va commencer une nouvelle saison du PIFcast, je leur ai demandé quel sujet ils aimeraient qu'on aborde. On en a parlé il n'y a pas longtemps. On voudrait un sujet sur la Hosploitation. Mais alors là, j'aurais dû les noter. Là, je t'enverrai une liste. Mais on en a plein. Mais non, le podcast, plus ça ne fait que s'améliorer. J'en ai réécouté des anciens il n'y a pas longtemps. Et c'est vrai qu'un truc qui manque, c'est l'œil du pif. Chacun donne son conseil. Ça, c'est vrai, ça enrichit bien le truc. Mais par rapport à pas mal d'autres podcasts, c'est assez carré. On en retire vraiment quelque chose. C'est pas juste. J'en écoute pas mal où tu as plus l'impression d'entendre une bande de potes qui sont en train de prendre de l'apéro et qui se parlent les uns sur les autres. Non, c'est toujours riche. Moi, j'aime beaucoup le cinéma italien des années 70. Donc, peut-être une émission, parce qu'on n'a pas eu depuis le début là-dessus. Et la plupart du temps, c'est le même éditeur parisien qui fait des films italiens des années 70. Je sais qui filme, mais ce serait bien de pouvoir voir les films qui sont dessus. J'écoute toujours, oui, bien sûr. Un sujet que j'aimerais voir abordé. Tu me prends au dépourvu parce qu'il y en a probablement 12 000. Mais bon, déjà, vous avez fait un John Carpenter il y a pas longtemps, donc là, c'était quand même bien plaisant, quoi. Et je tiens à souligner que oui, moi aussi, j'adore Ghost of Mars. Non, sinon, c'est toujours aussi bien. Ça me rappelle plein de souvenirs du tout début, du proto-pilote qu'on avait enregistré chez moi, quoi. Et jusqu'à voir maintenant, là, c'est devenu une émission régulière. Non, continuez, c'est super. J'écoutais un petit peu le podcast pour m'endormir le soir. Parce que tout le monde a une voix douce et c'est très agréable. Je vais faire plaisir à Xavier. Moi, tout ce qui touche le cinéma hongkongais, asiatique ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à y aller, des spéciales, parce que c'est un cinéma qui n'est pas assez mis en avant, je trouve. Moi, je suis pas mal musique, donc j'ai peut-être quelque chose à faire sur musique et cinéma, je sais pas. Quelque chose autour de la musique, quoi. Bon, alors après, ça c'est moi, mais peut-être parler un petit peu de séries. Voilà. De séries d'horreur ou fantastique. Voilà. Après, ça prend plus de temps, c'est un petit peu plus contraignant. Voilà. Non, bon, le podcast, moi j'aime bien dans la forme que vous avez maintenant. J'aime beaucoup, et le fait qu'il y ait des personnalités qui apportent un petit peu de contradiction, comme Talal, typiquement. Même si je le maudis sur plusieurs générations pour ce qu'il a dit sur les cinémas hongkongais, mais voilà. Non, c'est bien, c'est très bien, j'aime beaucoup le nouveau format, vraiment. Du coup, ça vous va comme sujet, Hosploitation, Diallo en 2019 totalement. La musique. Moi, j'adore. Hong Kong, Talal, ça te... spécial Talal Hong Kong. Il était d'accord avec moi, il a dit bon, c'est bien qu'il soit pas d'accord, donc c'est très bien. Donc pas plus de Hong Kong. Ça fait 3 sujets, donc on tient t'es déjà maudit sur plusieurs générations, ou une ou deux générations de plus. On tient jusqu'à avril avec 3 sujets, les gars. Et alors, par contre, dernier extrait de ce que j'avais pu vous demander dans le hall du Linder. La meilleure partie, bien évidemment. J'ai demandé aux gens de trancher, jeu de plateau. T'as demandé spécialement ça, quoi. Là, je vous préviens, si les gens sont pour, je suis un nazi, ça sera quand même contre. On écoute. Moi, je suis pour l'ouverture à tout. Moi, quand quelqu'un conseille un jeu vidéo, ça me pose aucun problème. Jeu de plateau, alors là même parler de restaurant si vous voulez. Moi, je m'en fous si vous trouvez un restaurant gore. Non, mais c'est un super podcast. J'écoute toutes les 2 semaines, sans faute. Faut continuer comme ça. Alors il faut arrêter les commentaires sur des jeux de société.
Je suis complètement sur la ligne de Cyril. Pourquoi pas? Je pense qu'il y a peut-être des... Enfin, aujourd'hui, il y a de plus en plus de jeux de plateau qui vont être sur des univers cinématographiques ou c'est pas du cinéma directement, sur des choses dérivées, des Rick et Morty, des trucs comme ça. Donc, pourquoi pas, quoi. De jeux de plateau? Ah ouais, moi je m'y intéresse pas du tout, donc non, pas trop. Enfin, personnellement, après ça peut être bien pour d'autres personnes, mais moi non, ça m'intéresse pas du tout. Je sais qu'apparemment il y a un débat là-dessus. Mais non, moi j'aime bien ça en fait, donc voilà, je trouve ça cool que vous limitiez pas au ciné, quoi, que vous faisiez des liens avec d'autres trucs, c'est vraiment sympa. Non, vraiment, c'est parfait. Moi, je suis joueur de loin de jeux de plateau. Si c'est une petite reco au début, ouais, j'ai vu que ça s'engueulait dans un podcast récemment là. Ouais, si c'est un petit peu au début, ça va. Après, faut pas se tourner que là-dessus, quoi. Mon frère est un gros fan de jeux de plateau, donc j'y joue avec lui et en famille aussi, du coup. Ça permet de se réunir, donc c'est vraiment fun les jeux de plateau. Donc je suis plutôt pour. Non, disons que je suis pas contre, mais si j'avais envie de découvrir, comment dire, je suis pas contre, mais je pense que ça passe forcément sa place dans ce genre de podcast qui est destiné au cinéma. Enfin, je veux dire, voilà, dans ce cas-là, qu'est-ce qui empêcherait de parler de littérature, de l'imaginaire, des autres formats artistiques? Non, moi je suis pour. Moi je trouve ça chouette. C'est hyper complémentaire en fait. Finalement, c'est un s'inspire l'autre. Justement, là, je viens de voir la semaine passée une conférence sur, c'est plutôt sur les jeux vidéo, mais on voit qu'il y a une telle complémentarité entre jeux vidéo, cinéma, jeux de plateau, chacun a une extension l'un de l'autre. Non, je trouve au contraire ça peut permettre aussi de décrypter certains films ou même aussi vice versa. Et puis voilà, je trouve que ça fait partie aussi du genre en soi des jeux de plateau. Donc non, à fond. C'est aussi ça fait une atmosphère, ce serait génial. Donc voilà, avec plaisir. Non, je suis contre. non, pas de jeu de plateau. Ah oui. Moi, je suis plutôt pour. Je sais pas si j'aime bien jouer de manière générale, donc voilà, les soirées jeux ça peut être sympa. Donc avoir des idées comme ça de jeux sympas autour du fantastique, ça peut le faire. Non, moi je suis plutôt ouvert. Je sais qu'avec la nouvelle formule de MAD, il y a cette volonté aussi de s'ouvrir. Voilà, à ce genre de choses. Je pense que là, depuis, ça doit être le 4e numéro de la nouvelle formule, là, le 4e ou 5e maintenant. Je crois qu'on parle de jeux dans chaque numéro, on a dû en parler d'au moins un. C'est bien, faut continuer. En plus, c'est qu'un petit encart aujourd'hui. Non, au contraire, c'est bien de s'ouvrir et d'aller découvrir de nouveaux horizons. Moi, je suis au contraire complètement pour ce genre d'initiative. Bon, et donc une victoire écrasante. D'accord. Écrasante unilatérale. On va finir là-dessus. On n'est pas sur un vote sur le départagés. Brexit là. Non, en tout cas, juste on remercie tous les gens qui nous ont répondu dans le hall. C'est hyper sympa d'avoir participé. On est content. Cyril a les larmes aux yeux parce que tout ce que vous avez dit là. Des mecs qui ont répondu dans les chiottes. T'en as pas parlé d'eux. Moi, je vais pas dans les chiottes des mecs en fait. Oh. Alors je tiens à dire que j'ai acheté un ballon de football avec la tête de Spider-Man dessus, donc je vais en parler la semaine prochaine parce que Spider-Man c'est le cinéma, donc voilà, je vais faire un truc sur mon ballon de football. J'ai expliqué qu'il rebondit plutôt pas mal. Je l'ai gonflé avec 4 barres, donc ça allait bien et tout. Non, mais... le débat n'est pas fermé, donc continuez à nous mettre des commentaires. Si non, vous mais êtes ça va continuer pour la prochaine saison. J'ai rien, le peuple a parlé. En plus, je viens de leur je le dis ça à haute voix. Je l'ai proposé à tous ces gens-là qui jouent la bonne paye entre eux là, le dimanche après-midi. Si vous voulez faire un podcast entièrement sur les jeux de plateau, il y a le matos, on a tout le matos. Faites un podcast sur les jeux de plateau. Là. On finisse. Voilà. En plus, moi, j'en propose de jouer à Hôtel parce que j'adore Hôtel. Je prenais le président et je prenais le Forcément. Et voilà, c'est cool Hôtel. Non, moi je préférais faire un Tokusatsu 2, mais bon. Non, mais on va reprendre le cours normal de ce pifcast et on va terminer en musique. Non, j'ai envie de dire un truc d'abord. Attends, on va parler de toi. Non, j'ai envie de dire un truc. Pirate. Je suis celui qui balance. Moi, je suis l'alien. Je suis celui qui balance. Mec. On a enregistré un pifcast numéro 50. On peut le dire. C'est vrai qu'on l'a pas dit. Vas-y. Et ce pifcast, ce podcast-là a été effacé par un miracle divin. Alors personnellement, j'ai trouvé que c'était le on peut pire expliquer ce qu'on avait prévu. pifcast. Déjà, là, ce qu'on a fait là aujourd'hui, c'était pas ce qui était prévu, mais à la base, c'était prévu à la base de vous faire parler, mais c'était un petit module de 20 minutes avant le gros morceau. Surtout, on avait peur de pas avoir assez de choses, mais finalement, ça tombe bien, on a vraiment beaucoup de choses. Et on avait fait un truc que les gars de Manouise avaient fait sur le site de Manouise il y a quelques années, donc Laurent connaissait déjà le principe, c'était de demander à chacun d'entre nous, et on ne savait pas à l'avance ce que les autres avaient choisi, un film que vous adorez et qui est unanimement détesté, ça c'est pas facile.
et un film que vous détestez qui unanimement apprécié, c'est beaucoup plus facile. Et donc c'était une sorte d'émission un peu trollesque où on peut dire du coup les choix qu'on a pris. C'était atroce. C'était atroce. Cyril était plus méchant que jamais. J'ai entendu Xavier dire des gros mots, mais ça m'a choqué. Xavier, t'avais choisi quoi toi comme film détesté mais que tu adores? Même Véro était méchante. Non mais on peut leur dire quand même. Je suis méchante moi. Ton film détesté que t'adorais, Xavier? Moi le film détesté, que tout le monde, que beaucoup de personnes détestent et que j'adore, c'est Les Dents de la Mer 3. Et le film, alors là vous allez avoir un choc, le film que tu détestes et que les gens adorent. L'Exorciste. Voilà. Véronique, pareille question. C'est quoi le film que tu détestais et que les gens adoraient? Alien 2. Ouais. Alien 2, c'est quand même Alien. pas mal ça. Et les Ça films fait que tu- toujours aussi mal à entendre. Et le film que tu adores et que les gens détestent? Le 5e élément. Voilà. De Et je t'avais Besson. défendu contre tous ces C'est mélanges vrai. de trucs en disant que moi j'aimais bien aussi quoi. Laurent. Alors moi c'est un peu particulier parce que tu parlais de l'émission qu'on avait fait sur le site de Mad Movies, Ouais. j'y avais participé. Donc j'avais déjà fait des choix assez drastiques et je ne pouvais pas reprendre les mêmes parce que je n'aime pas la facilité. Donc voilà, il a fallu que je prenne des choix qui étaient un peu des deuxièmes choix. Le film que j'adore mais qui a été unanimement conspué, c'était I Know Who Killed Me de Chris Everson. Et le film que je déteste et que tout le monde adore, c'est Funny Bones de Peter Jackson. Funny Bones. Lovely Bones. Mélangé. Lovely Bones. Talal. Bah, Qui n'avait pas compris le principe de unanimement détesté et unanimement apprécié, je tiens à le dire. Alors, déjà, je tiens à poser une complainte. Il n'y a plus de Schtroumpf dans les boîtes Haribo. Je suis Là, c'est vraiment Mais c'est parce que c'est des dragolos. très grave. C'est parce que c'est les dragolos. C'est la 50e, c'est n'importe quoi. Voilà, Là, c'est vrai. on va Alors, pas se Talal, c'était mentir. quoi ton film adoré que tout le monde déteste? Mon film, c'était Hook, parce Hook, que je trouvais ça mortel. Qui n'est pas unanimement détesté, mais qui est quand même Ah, bien bah, détesté. quand même. Bah, Et quand même, j'ai- J'étais très d'accord avec Talal. c'est le- Quand même beaucoup de monde qui trouve que c'est peut-être le pire Et Spielberg. On fait pas le ton film débat. détesté que tout le monde adore? C'était quoi déjà? Ah oui, c'était le Verhoeven que pourtant c'est Elle. un de mes Elle. préférés, c'est Elle. elle. Voilà. Et Cyril, toi? Ah, moi j'avais choisi les meilleurs forcément de toute l'équipe. Hein. Et c'est con parce que vous allez louper tous ces débats. Parce que, Ah là là, c'était on passionnant. découvrait au fur et à mesure Je sais pas Parce qu'on La s'était laissé médiocrité la des choix de surprise. Cyril. Ouais, c'est vrai. Donc moi les films adorés que tout le monde que j'adore et que tout le monde déteste, c'était un chef-d'œuvre qui s'appelle Alien vs Predator Requiem. Donc voilà le deuxième Alien vs Predator, J'en ai eu des cauchemars. qui est un chef-d'œuvre et voilà les gens n'ont pas compris. Et là je vais faire très mal à pas mal de gens. Mon film détesté que les gens adorent, c'était Conan le barbare. Voilà, je déteste ce film et les gens l'adorent. Tu Donc coupes, voilà. tu coupes, Xavier, c'est ça? Non, mais je Le dis plus coming rien, moi. out est finalement fait. 50 épisodes quand même. Bah ouais, Merde. Eh ouais, quand même. Hein. on continue. La On vache. continue. Et ce qu'on ne veut pas en plus, c'est qu'on a enregistré cette émission à poil. C'était le pari pour la 50e. Comme c'est pour faire Presque. comme dans Oui. Voilà. Non mais c'est quand même bien. On se lance au début. 50 émissions, c'est beaucoup de Bah, sujets qu'il on faut continue trouver. du coup ou- Oh, bien sûr, Ouais, on continue, merde. Mais On finit celui-là déjà parce que non, mais l'idée quand même. Dites-nous aussi en commentaire. Voilà, cette remise en place qu'on a fait en début d'année, où on a du coup décidé d'être plus régulier. C'était pas qu'on n'était pas avant, mais Véronique a vraiment mis une sorte de truc mécanique. oui, j'ai compris que vous vouliez être un peu dominé et que vous Elle nous aimiez a- ça. Donc, Elle nous a bien dominé, elle a bien surtout mis en place, et ça c'est le truc de travail de long que vous ne voyez pas, c'est voilà, c'est à la fois Xavier qui fait la technique, qui fait tout le montage et tout, c'est Véronique qui planifie tout ça, et les trois blaireaux qui sont Moi, ici. je me bro- Et je c'est moi me qui pointe relance et, les autres. Voilà. Je regarde un film genre 1h30 avant, puis C'est vrai, j'arrive. Laurent fait souvent En ça. fois 1,5. Et surtout c'est l'arrivée, je lui mets une main sur l'épaule, mais je sais que c'est pas Ouais. bien parce que c'est la zone de confort, et l'arrivée de Talal du coup dans C'est l'équipe, vrai. Fausto nous a pas quitté parce qu'il est pas mort, mais Fausto n'a plus le temps. Fausto entre Ato mais Manouise il a plus le temps de faire ça, donc Fausto a Bah, préféré- moi aussi, je bosse sur Mad Movies à Atom. Oui, mais bon, Fausto il a préféré arrêter et du Il est coup, moins efficace. Talal du coup nous a rejoint et on en est enfin, moi je suis très content. Ah Ça ouais, fait un merci. point de vue différent. On Ouais. t'aime, Talal. On Voilà. t'aime. Ah merci. Mais très franchement, moi, je l'ai déjà dit, j'écoute l'émission depuis le début. Il y a vraiment une évolution en fait. Bon, Je trouve ça mieux depuis que t'es là, c'est ça? clairement, ça c'est d'une part, mais d'autre part, même vous en fait, vous avez une aisance maintenant, un truc qui a un flow quoi, que je trouve qui a commencé à prendre, forcément grâce à moi. hein, Bah, parce que On se connaît tous, hein, de tout à l'heure. C'est Laurent vrai me parlait de sa vasectomie en plus, Voilà, tu vois. je fais encore plus de blagues de cul depuis que t'es là, c'est bizarre. C'est bizarre, oui. Ah oui merde, Donc, c'est vrai. Je vais demander à chacun de dire un mot avant le début du Je suis la pitchcast. seule à avoir Et on réussi. a complètement oublié. J'ai eu la vasectomie. Avec ce kaléidoscope de souvenirs. Ah, t'as dit ça toi aussi? Ah putain. C'était quoi toi Laurent? Je sais pas, mais en tout cas, je Trop viens de tard, manger vous avez un perdu. bonbon en forme d'ornithorynque Ah, et c'est il un était ornithorynque. super bon. Et toi, c'était quoi? je sais plus. C'était quoi pour Talal? C'était pas gynécologue? Non, gynécologue c'était moi. Bah je vais le dire du coup. Bah non, Je ça sais marche c'était pas toi comme pour toi. Ça, tu l'as changé 3 fois. J'ai mis mon anglais, j'ai changé. Ah merci Véronique, j'avais complètement oublié. Il est long ce podcast en fait. Mais j'ai gagné du coup. T'as gagné. Mais on est entre nous, c'est bien. On peut en faire durer 2 heures. Donc Je pense voilà, que- en fait, Cyril nous avait mis un défi, on devait tous dire un mot complètement con pendant ce pifcast et on vient juste de s'en rappeler. Non, Xavier, apparemment, l'a dit. Non, tu l'avais dit. Et alors non, je vais juste le Xavier dire, a moi. dit autre chose. Il a dit j'aimerais bien que ce podcast dure pas 2 heures. Bon bah, Raté, là.
Si tout le monde parlait comme moi, les podcasts dureraient moins longtemps, sachez-le. C'est clair. Bon, allez, on termine vraiment en musique là. Ouais. Allez. Bon, on va quand même rester dans l'ambiance de ce PIF 2018, puisqu'on va parler de la musique d'Ashura avec Talal qui est là, du coup. C'est pratique. Ouais. Raconte-nous tout. Coïncidence. Alors, en on va entendre. On va écouter le thème d'ouverture de mon film Ashura, qui est composé par le très talentueux Romain Payot. Alors Romain Payot, c'est Payot. Alors Romain écoute, hein, c'est pas ça. Merde, désolé Romain. Démerde-toi maintenant. Donc Romain, qui est un jeune compositeur qui a... ça se marre. Je le game là. On va remonter à tout ça. Non, on va reposer les questions qu'on avait posées la dernière fois. Qu'est-ce que ça fait d'enregistrer sa musique, toi qui es fan de BO de film, d'aller avec un orchestre, avec Romain, et d'aller enregistrer du coup. C'est ça que en fait, pour la 50e, on avait déjà posé la question à Talal et du coup on repose ici maintenant. Alors, c'est très particulier, c'est beaucoup d'émotions. Étant passionné de musique de film, donc avoir l'occasion d'enregistrer sa propre musique de film avec un orchestre symphonique, et là en l'occurrence c'était le Budapest Symphony Orchestra, bah c'est le pied, voilà. T'as un orchestre pour toi, c'est comme si tu privatisais un orchestre pour ta gueule, et c'est mortel, voilà. Et je suis très fier de la BO de Romain. C'est un jeune compositeur qui va aller très loin. Je crois qu'il a à peu près 31 ans, quasiment autodidacte. C'est un mec qui bosse pas mal. Là pour le coup c'est son premier film et voilà, je pense que Romain Payot vous entendrez parler dans 10-15 ans, en tout cas j'espère. Je suis très content qu'il ait fait cette musique. Donc voilà, ça c'est le thème d'ouverture qui est assez particulier. Dans les influences, parce qu'on a beaucoup échangé en termes d'ambiance, d'atmosphère, de ce qu'on veut. Et moi je voulais un truc qui sortait un peu de l'enfer, un truc qui un peu comme si la créature du film parlait. Composer un morceau, et là pour le coup on s'est un peu rapproché un peu de Herman d'une certaine façon, toute proportion gardée évidemment, ou alors un truc un peu plus proche de le cimetière oui, non, composé de ça tombe c'est ça. ou même de Christopher Young, voilà, j'ai un truc un feeling un peu Rémi. Donc je sais pas ce que vous en avez pensé vous. Et j'avais posé une question la dernière fois, c'est comment on trouve les noms des chansons, c'est ça, non, on a pas posé cette question. Ça, je sais pas comment fonctionnent ces compositeurs, parce qu'on en a parlé il y a pas longtemps avec Romain, toi. Je crois que c'est un truc qu'ils font à la fin, vraiment quand il est question d'éditer. Et là il s'appelle comment du coup c'est pas encore, il n'est pas édité, il n'y a pas de nom. Opening title. Exactement, voilà, opening title. Et voilà. Et du coup, parce que alors c'est tout con, quand on avait fait l'enregistrement la dernière fois, il n'y avait pas encore eu le PIF. Là maintenant que le PIF a eu lieu, donc tu as pu voir ta musique sur l'écran pendant le film. Entendre alors, plutôt, non? Ferme ta race toi, tu compris, tu restes bien tranquille. Hein. Oh, tu parles pas VO comme ça. Je dis ce que je... Non, c'est bon, on va se calmer direct là. Alors... Ok, bah c'est bien. Il y a une question. On va écouter du coup le morceau de Talal. On remercie tous les spectateurs qui sont venus nombreux au PIF cette année. Merci. Et avec les tous doigts. les auditeurs en plus qu'on a rencontrés, que j'ai rencontrés. Et Reporter Véro. on repart pour une saison en janvier. À bientôt.